La décision de sauter le cours de maths avait été facile à prendre. S'il y avait un cours où il était hors de question qu'il se montre, c'était bien les maths. Les chiffres et ces trucs-là avaient quelque chose qui lui donnait des fourmis dans tout le corps. Il ne les comprenait tout simplement pas. Dès qu'il essayait de faire une addition ou une soustraction, il avait la tête en compote. D'ailleurs, pourquoi fallait-il qu'il sache compter, bordel de merde? Puisqu'il ne serait jamais expert comptable ou un autre truc chiant du même genre, c'était du temps perdu de se prendre la tête pour ça. Père alluma une autre cigarette et guetta la cour de l'école. Les autres étaient partis chez Hedemirs, voir s'ils pourraient glisser quelque chose dans leur poche. Il avait dormi chez Thomas hier soir, et ils avaient joué à Tomb Raider jusqu'à 5 heures du matin. Sa mère avait appelé plusieurs fois sur son portable, et il avait fini par l'éteindre. Il aurait préféré faire la grasse mat, mais la mère de Thomas les avait virés avant de partir au boulot, et ils étaient allés traîner du côté de l'école, faute de meilleures idées. Mais maintenant, il commençait à vraiment s'emmerder. Il aurait peut-être dû suivre la bande après tout. Il se leva pour partir à sa recherche, mais se rassit en voyant Mathias sortir dans la cour, avec sur ses talons cette pétasse qui faisait fantasmer tout le monde. Pour sa part, il n'avait jamais compris ce qu'elle avait, Mia. Il n'avait jamais aimé le genre blond et angélique. Il tendit l'oreille pour entendre ce qu'il disait. C'était surtout Mathias qui causait. Et c'était manifestement quelque chose d'intéressant, car Mia écarquillait ses yeux bleus et maquillés, totalement fascinée. Quand ils arrivèrent plus près, Père put capter des fragments de leur conversation. Il ne bougea pas. Mathias était tellement occupé à baratiner Mia qu'il ne vit même pas que Père était là. T'aurais vu Adam quand il l'a aperçu, il est devenu tout blanc. Mais j'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire, et je lui ai dit de reculer lentement pour ne pas détruire de traces. Oh, fit Mia d'un air admiratif. Père rit tout bas. Putain, est-ce qu'il était bien placé, Mathias, en ce moment pour se la faire? Elle avait sûrement sa petite culotte toute mouillée. Il continua à écouter. Et tu sais, le plus cool, c'est que personne d'autre que nous n'a osé y aller. Les autres en ont pas mal parlé, mais tu sais, parler c'est une chose et agir, c'en est une autre. Père en avait assez entendu. Il bondit du banc et courut attraper Mathias. Avant d'avoir le temps de comprendre ce qui lui arrivait, il fut attaqué par derrière. Père le fit tomber à plat ventre et s'assit sur son dos, lui tordit un bras jusqu'à ce que Mathias hurle de douleur. Il attrapa sa tignasse à pleine main, sa coupe ridicule de surfeur était idéale pour ça. Puis il leva résolument sa tête et la tapa contre le goudron. Il ignora totalement Mia qui hurlait à quelques mètres de là et qui se précipita ensuite vers l'école pour appeler à l'aide. Il cogna encore une fois la tête de Mathias sur le sol dur en crachant en rythme. « C'est quoi ces conneries que tu débites? T'es qu'un petit merdeux. Tu vas pas croire que je vais te laisser faire, espèce de sale petite tapette !» Père était tellement furieux que sa vue se brouilla et que tout disparut autour de lui. Il ne sentait que les cheveux de Mathias dans sa main, le choc qui la traversait chaque fois que la tête heurtait le bitume. Il ne voyait que le sang qui commençait à colorer le bitume noir. Voir ces taches rouges le remplit de bien-être, un bien-être qui pénétra tout au fond de sa poitrine, qui lui réchauffa le cœur et lui procura un calme qu'il ne ressentait que rarement. Il ne lutta pas contre sa rage. Il la laissa l'envahir, il céda avidement à ses assauts et jouit de sentir cette chose primitive qui éliminait tout le reste, tout ce qui était compliqué, triste et petit. Il ne voulait pas s'arrêter, il ne pouvait pas s'arrêter. Il continuait à hurler et à frapper, continuait à voir le sang rouge, collant et mouillé chaque fois qu'il soulevait la tête de Mathias, jusqu'à ce que quelqu'un le saisisse par derrière et le jette violemment sur le côté. « Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Père se retourna, et il fut presque surpris de voir l'expression furieuse et consternée du prof de maths. Les fenêtres du bâtiment étaient remplies d'élèves qui regardaient dehors, et dans la cour un petit attroupement de curieux s'était formé. Sans ressentir quoi que ce soit, Père observa le corps inanimé de Mathias, puis se laissa traîner encore quelques mètres plus loin de sa victime. « Tu as perdu la tête ou quoi ?» Le visage du prof n'était qu'à quelques centimètres du sien. Il hurlait, mais Père détourna seulement le sien avec indifférence. Pendant un petit moment, ça avait été tellement bon. Maintenant, il n'y avait que du vide. Il resta un long moment dans le vestibule à regarder les photos. Tant de moments joyeux,
tant d'amour. La photo en noir et blanc de leur mariage. Britta et lui avaient l'air plus empesés qu'ils ne l'étaient en réalité. Anna Greta dans les bras de Britta, lui derrière l'objectif. Si ses souvenirs étaient exacts, il avait posé l'appareil photo et pour la première fois pris son nouveau-né dans les bras. Inquiète, Britta lui avait dit de soutenir sa tête, mais il avait su d'instinct comment s'y prendre. Et il avait toujours beaucoup participé, bien plus que ce qu'on attendait d'un homme à cette époque-là. Sa belle-mère l'avait réprimandé plus d'une fois en disant que changer des couches ou donner le bain à un nourrisson n'était pas un boulot pour un homme, mais c'était plus fort que lui. Ça lui semblait si naturel. Et de plus, il ne trouvait pas juste de laisser Britta se charger de tout, avec les 3 filles qui étaient si rapprochées. En réalité, ils avaient voulu avoir d'autres enfants, mais après le 3e accouchement, qui avait été 10 fois plus compliqué que les 2 premiers réunis, le médecin l'avait pris à part et lui avait dit que le corps de sa femme ne supporterait sans doute pas une autre grossesse. Et Britta avait pleuré. Elle avait baissé la tête sans le regarder, et entre les larmes, elle lui avait demandé pardon de ne pas lui avoir donné de fils. Il l'avait fixée avec stupéfaction. Ça ne lui était jamais venu à l'esprit de souhaiter autre chose que ce qu'il avait eu. Entouré de ses 4 nanas, il était l'homme le plus comblé du monde. Il lui avait fallu un moment pour l'expliquer à Britta, mais une fois qu'elle eut compris qu'il était sérieux, ses larmes avaient séché, et il s'était concentré sur les petites qu'ils avaient mises au monde. Aujourd'hui, ils en avaient tant d'autres encore à aimer. Leurs filles avaient eu des enfants, que Hermann et Britta aimaient de tout leur cœur, et quand ils se mobilisaient pour donner un coup de main aux filles et à leurs familles, il pouvait de nouveau montrer sa dextérité pour changer des couches. Britta et lui avaient été heureux et reconnaissants de la place qu'on leur donnait, quelqu'un à aider, quelqu'un à aimer. Et maintenant, les petits-enfants avaient des enfants à leur tour. Ses doigts étaient sans doute un peu plus raides qu'avant, mais avec les nouvelles couches culottes Up and Go, il était encore capable de changer un bébé. Il secoua la tête. Où était-elle passée toutes ces années? Hermann monta dans la chambre et s'assit sur le bord du lit. Britta faisait la sieste. Elle n'avait pas été très en forme aujourd'hui. À certains moments, elle ne l'avait pas reconnue. Elle croyait qu'elle se trouvait dans sa maison natale et demandait où était sa mère. Puis, avec beaucoup de crainte, son père aussi. Il lui avait caressé les cheveux en lui assurant que son père n'était plus là depuis de nombreuses années. Il ne pouvait plus lui faire de mal. Il effleura sa main posée sur le couvre-lit fait au crochet, ridé et avec les mêmes tavelures que lui, mais toujours avec les doigts longs et fins. Il sourit en voyant qu'elle avait mis du vernis à ongles roses. Elle avait toujours été un peu coquette, on ne se refait pas. Mais il ne se plaignait pas. Il avait une belle épouse, et durant leurs 55 ans de mariage, il n'avait jamais eu une pensée ou un regard pour une autre femme. Ses yeux bougeaient derrière les paupières. Elle rêvait. Il aurait voulu pouvoir entrer dans ses rêves, y vivre avec elle et faire comme si tout était comme avant. Aujourd'hui, dans sa confusion, elle avait parlé de ce qu'ils avaient convenu de ne plus jamais mentionner. Mais avec la destruction et la décomposition de son cerveau, les barrages sautaient, ces murs qu'au fil des ans ils avaient construits autour du secret. Ils l'avaient partagé pendant si longtemps que, d'une certaine façon, ils s'étaient fondus dans la trame de leur vie et étaient devenus invisibles. Hermann s'était autorisé à se détendre et à oublier. Ce n'était pas une bonne chose qu'Erika soit venue la voir. Pas du tout. Cela avait ouvert la brèche dans le mur qui, maintenant, était en train de s'élargir de plus en plus. Si elle n'était pas colmatée, un raz-de-marée pourrait jaillir et les emporter tous. Mais il n'avait plus besoin de s'en faire pour Eric. Il n'avait plus besoin de s'en faire pour lui. Il continua à caresser sa main. Ah oui, j'ai oublié de te le dire hier, Karine a appelé, vous avez rendez-vous à 10h pour votre balade, devant la pharmacie. Patrick s'arrêta net. Karine, aujourd'hui, il regarda l'heure. Dans une demi-heure? Désolé, dit Erika sur un ton qui indiquait qu'elle ne l'était pas du tout. Puis elle s'adoucit. J'ai l'intention de faire un saut à la bibliothèque, j'ai quelques recherches à faire.
Si vous êtes prêt dans 20 minutes, je vous emmène. »« Ça ne te pose pas de problème, alors ?» dit Patrick, tout penaud. Erika alla lui planter un bisou sur la bouche. À côté de l'utilisation d'un commissariat de police comme garderie pour notre fille, les rendez-vous avec les ex-femmes, ça compte pour du beurre. « Ah ah, très drôle, dit Patrick, mauvais joueur, surtout parce qu'il savait qu'Erika avait raison. Ce n'était pas très futé ce qu'il avait fait hier. Alors ne reste pas planté là, allez, hop, va t'habiller. J'aurais définitivement quelque chose à dire si tu partais voir ton ex-femme dans cette tenue, rit Erika en examinant de bas en haut son mari qui ne portait qu'un caleçon et une paire de chaussettes. Ouais, je suis trop bandant comme ça, dit Patrick, et il prit la pose d'un bodybuilder accompli. Erika s'écroula de rire sur le lit. « Oh mon Dieu, arrête tout de suite. »« Quoi ?» dit Patrick en feignant d'être froissé. « En fait, je suis extrêmement musclé. Tout ça, c'est uniquement pour faire croire aux voyous qu'ils n'ont rien à craindre. » Il se tapota le ventre, qui tremblota un peu trop pour qu'il n'y ait que des muscles sous la peau. Le fait d'être marié n'avait en rien diminué ses poignées d'amour. « Arrête !» hurla Erika. « Je ne vais plus jamais pouvoir faire l'amour avec toi si tu continues comme ça. » Patrick répondit en se jetant sur elle avec un hurlement bestial et commença à la chatouiller. « Retire ça, tu retires ça tout de suite, hein ? Oui, je le retire, arrête !» cria Erika qui était extrêmement chatouilleuse. « Maman, papa !» Maya était arrivée et elle applaudissait frénétiquement le show. Les bruits intéressants dans la chambre des parents l'avaient attirée comme un aimant. « Viens par là que papa te chatouille un peu toi aussi, » dit Patrick, et il souleva sa fille sur le lit. La seconde d'après, la mère et la fille hurlaient de rire. Puis tous les trois restèrent épuisés sur le lit à se faire des mamours, avant qu'Erika se redresse brusquement. « Faut vous speeder maintenant, vous deux. Je peux habiller Maya pendant que tu te mets quelque chose sur le dos. » 20 minutes plus tard, Erika roulait en direction de la maison des services, qui abritait notamment la pharmacie et la bibliothèque. Elle était un peu curieuse. Ce serait sa première rencontre avec Karine, même si elle avait entendu parler d'elle de temps à autre. Mais à vrai dire, Patrick restait assez discret sur son premier mariage. Elle se gara, aida Patrick à sortir la poussette du coffre, puis vint avec lui pour dire bonjour à Karine. Elle inspira à fond et tendit la main. « Salut, je suis Erika. On s'est parlé au téléphone hier. »« Enfin, on se rencontre, ça me fait plaisir, » dit Karine. Erika fut surprise de constater que, spontanément, la femme devant elle lui paraissait sympathique. Du coin de l'œil, elle vit Patrick balancer sur ses talons et elle ne put s'empêcher de savourer l'instant. La situation était franchement cocasse. Elle observa l'ex-femme de son mari et nota qu'elle était plus mince qu'elle, un peu plus petite et brune, avec les cheveux ramassés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage. Ses traits étaient fins, mais elle avait l'air un peu fatiguée. Sûrement la vie avec un enfant en bas âge. Elle-même n'aurait probablement pas résisté à une inspection approfondie avant que Maya fasse ses nuits. Ils bavardèrent un moment, puis Erika les regarda partir, et elle continua en direction de la bibliothèque. D'une certaine façon, elle était soulagée d'avoir enfin mis un visage sur la femme qui avait partagé la vie de Patrick pendant 8 ans. Elle n'avait même pas vu une photo d'elle. Étant donné les circonstances de leur divorce, il était compréhensible que Patrick n'ait pas voulu garder de témoignages de leurs années de vie commune. La bibliothèque était aussi calme que d'habitude. Elle avait passé de nombreuses heures ici. Les bibliothèques avaient le don de toujours lui inspirer une énorme satisfaction. « Salut Christian !» Le bibliothécaire leva les yeux et sourit chaleureusement en apercevant Erika. « Salut Erika, tu vas bien ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Son accent du Småland était comme toujours très plaisant. Elle se demandait pourquoi ces gens-là paraissaient si sympathiques dès qu'ils ouvraient la bouche. Dans le cas de Christian, ce n'était pas juste une impression. Elle ne comptait plus le nombre de fois où il l'avait aidée à trouver les informations qu'elle cherchait. « C'est pour la même affaire que la dernière fois ?» demanda-t-il, presque excité. Les recherches d'Erika lui offraient toujours des moments de répit agréables, dans un travail autrement assez monotone, et qui consistait la plupart du temps à fournir des renseignements sur les poissons, les voiliers et la faune du Bohuslän. « Non, pas aujourd'hui, dit-elle en s'asseyant devant le comptoir.
Aujourd'hui, je suis à la recherche d'informations sur des gens de Fjällbacka et sur des événements. Des gens et des événements. Il te faut être un peu plus précise, dit-il avec un clin d'œil. Bien sûr, Erika débita rapidement les noms. Britta Johansson, Franz Ringholm, Axel Frankel, Elsie Falk, non, je veux dire Moström, et... Elle hésita quelques secondes, puis elle ajouta Erik Frankel. Christian tressaillit. Ce n'est pas lui qui a été assassiné? Si, fit Erika. Et Elsie, c'est ma mère, oui. J'ai besoin de renseignements sur ces personnes datant de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Tu peux limiter les recherches aux années de guerre proprement dites. 1939 à 1945, donc. Elle fit oui de la tête et regarda impatiemment Christian entrer les données dans son ordinateur. « Et ton projet à toi, comment ça avance ?» Une ombre fugace passa sur le visage du bibliothécaire avant qu'il réponde. « Merci de demander, je suis à peu près à mi-chemin. Et c'est en grande partie grâce à tes tuyaux si je suis arrivé aussi loin. »« Bon, ce n'est rien, » dit Erika en minimisant sa contribution. « Tu n'as qu'à me dire si tu en veux d'autres. Ou si tu veux que je relise ton manuscrit à la fin. D'ailleurs, tu lui as trouvé un nom? La sirène, dit Christian sans rencontrer son regard. Je vais l'appeler la sirène. C'est pas mal comme nom. Où as-tu, commença-t-elle, mais Christian l'interrompit assez brusquement. Elle le regarda, un peu surprise, ça ne lui ressemblait pas. Elle se demanda s'il s'était offusqué de quelque chose qu'elle avait dit, mais elle ne voyait pas quoi. Tiens, j'ai trouvé quelques articles qui pourraient t'intéresser. Tu veux que je te les imprime? Oui, je veux bien, répondit-elle, toujours un peu confondue. Mais lorsque Christian revint de l'imprimante quelques minutes plus tard avec un paquet de feuillets pour elle, il était de nouveau l'amabilité personnifiée. Voilà de quoi te tenir occupé un bon moment. Et appelle-moi si tu veux encore de l'aide. Erika le remercia et quitta la bibliothèque. Elle avait de la chance. La cafétéria située juste à côté venait d'ouvrir. Elle prit un café et s'installa pour lire. Ce qu'elle trouva était tellement intéressant que le café resta à refroidir dans la tasse. Bon, qu'est-ce qu'on a? Mellberg s'étira les jambes avec une grimace. Il n'aurait jamais cru qu'un peu d'exercice ferait aussi mal aux muscles aussi longtemps. À ce rythme-là, il aurait tout juste le temps de récupérer avant que ce soit vendredi soir de nouveau, et l'heure de se faire laminer pendant le cours de salsa. Mais bizarrement, la perspective ne lui parut pas si terrible que ça. La musique entraînante, la proximité du corps de Rita, le fait que ses pieds avaient commencé à piger le truc. Non, il n'avait pas l'intention d'abandonner de sitôt. Si quelqu'un à Fjällbacka avait un potentiel pour devenir le roi de la salsa, c'était bien lui. Mellberg sursauta. « Excuse-moi, tu disais ?» Plongé dans les délices des rythmes latinos, il avait complètement loupé la réponse de Paula. « On pense avoir réussi à établir quand Erik Frankel a été tué, dans une fourchette de 2 jours, dit Gösta. Il était chez sa petite amie, ou je ne sais pas comment il faut dire pour les gens de leur âge, le 15 juin. Il a mis fin à leur relation ce soir-là, il était manifestement ivre, ce qui, d'après elle, ne lui arrivait jamais. Puis la femme de ménage y est allée le 17 juin, mais la porte était fermée à clé et elle n'a pas pu entrer, continua Martine. Cela ne signifie pas forcément qu'il était mort, mais ça fournit en tout cas une forte présomption. Ce n'était jamais arrivé qu'elle ne puisse pas entrer. Quand les frères n'étaient pas là, ils lui laissaient toujours une clé. D'accord. Bien, alors on va bosser sur l'hypothèse selon laquelle il est mort entre le 15 et le 17 juin. Vérifie avec le frère où il se trouvait à cette époque, dit Mellberg. Et il se pencha pour gratter Ernst entre les oreilles. Il était couché sous la table de la cuisine, comme d'habitude, sur ses pieds. « Mais tu crois vraiment qu'Axel Frankel a quelque chose à voir avec... » Paula s'arrêta au milieu de la phrase, en voyant le mécontentement de Mellberg. « Je ne crois rien, pour le moment. Mais tu sais aussi bien que moi que la plupart des meurtres sont commis par quelqu'un de la famille. Alors secouez le frangin, compris ?» Elle fit oui de la tête. Pour une fois, Mellberg avait raison. Elle ne devait pas se laisser freiner dans son travail par le fait qu'elle avait trouvé Axel Frankel extrêmement sympathique. « Et les garçons qui sont entrés dans la maison, on a pris leurs empreintes ?»
Melberg jeta un regard sévère autour de la table. Tous les regards se tournèrent vers Gösta, qui se tortilla, embarrassé. C'est-à-dire... oui et non. J'ai pris les empreintes digitales et celles des chaussures d'Adam, mais je n'ai pas trop eu le temps pour l'autre. Melberg le foudroya du regard. Tu as eu plusieurs jours pour t'acquitter de cette petite tâche très simple et tu n'as pas, je cite, trop eu le temps. J'ai bien compris? Oui, dit Gösta découragé. Mais je m'en occupe aujourd'hui même. Un autre regard de Melberg, et il ajouta en baissant la tête, tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux pour toi, dit Melberg, et il déplaça son attention vers Martin et Paula. Ensuite, comment ça avance pour ce Ringholm? On a quelque chose? Personnellement, ça me semble la piste la plus prometteuse. Nous devrions littéralement les retourner cul par-dessus tête, ces amis de la Suède, ou peu importe le nom qu'ils se sont donné. On a interrogé Franz chez lui, et je ne peux pas dire que ça nous a beaucoup aidé. D'après lui, certains éléments au sein de l'organisation avaient envoyé des lettres de menaces à Eric Frankel, et il avait essayé de s'interposer et de le protéger, au nom d'une vieille amitié. Et ces éléments, Melberg traça des guillemets dans l'air, est-ce qu'on les a entendus? Non, pas encore, fit Martin calmement, mais c'est inscrit à l'agenda d'aujourd'hui. Tant mieux, dit Melberg, et il essaya de repousser Ernst de ses pieds qui commençaient à picoter désagréablement. Alors, il ne reste qu'un point à aborder. Ce commissariat n'est pas une garderie d'enfants. Compris? Il regarda Annika, qui était restée silencieuse et avait noté tout ce qui se disait pendant la réunion. Elle lui rendit son regard par-dessus ses lunettes. Après un long silence, pendant lequel Melberg commença à se tortiller sur sa chaise et à se demander s'il n'avait pas employé un ton un peu trop vif, elle dit « J'ai fait mon travail hier, même quand je gardais Maya, et c'est la seule chose dont tu devrais t'occuper, Bertil. » Une lutte silencieuse se joua lorsque le regard calme d'Annika croisa celui de Melberg. Puis il céda et murmura « Oui, d'accord, tu es peut-être la mieux placée pour le déterminer. » De plus, c'est grâce à Patrick et à sa visite qu'on s'est rendu compte qu'on avait oublié de vérifier le compte bancaire d'Eric, fit Paula avec un clin d'œil de soutien à Annika. C'est vrai qu'on y aurait certainement pensé tôt ou tard nous-mêmes, mais là, ça s'est fait plus tôt au lieu de plus tard, dit Gösta. Et lui aussi regarda Annika avant de baisser les yeux et de se mettre à examiner minutieusement le dessus de la table. Je croyais juste que quand on est en congé paternité, on ne travaillait pas, dit Melberg d'un air boudeur, bien conscient qu'il avait perdu la bataille. Bon, ça nous laisse un emploi du temps chargé. Ils se levèrent tous pour ranger leurs tasses dans le lave-vaisselle, lorsque la sonnerie stridente du téléphone les fit sursauter. Fjällbacka, 1944. Je savais bien que je te trouverais là. Elsie s'assit à côté d'Eric, qui était installé bien à l'abri dans une crevasse du rocher. Oui, c'est ici que j'ai le plus de chances d'être tranquille, dit Eric sur un ton bourru, puis son visage s'adoucit, et il referma le livre qu'il était en train de lire. Pardon, dit-il, je ne voulais pas te faire subir ma mauvaise humeur. C'est à cause d'Axel que tu es de mauvaise humeur, dit Elsie doucement. Ça va comment chez vous? Comme s'il était déjà mort. Mère, en tout cas, se comporte comme si Axel était mort. Quant à Père, il ne fait que marmonner. Il refuse même d'en parler. Eric tourna le regard vers les vagues agitées à l'entrée du port de Fjällbacka. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» dit Elsie. Elle observa de près son ami. Elle connaissait si bien Eric, mieux qu'il ne pouvait l'imaginer. Ils avaient passé tant d'heures ensemble à jouer, Eric, Britta, Franz et elle. Il ne leur restait plus beaucoup de jeux maintenant qu'ils étaient censés être bientôt des adultes, mais en cet instant, elle ne vit aucune différence entre l'Eric de 14 ans et celui de 5, qui avait été un vieil homme dans un corps d'enfant. C'était comme si Eric était né adulte et qu'il retrouvait graduellement sa véritable apparence. Comme si le corps de petit garçon
le corps d'enfant et maintenant celui d'adolescent étaient des étapes nécessaires avant d'arriver dans sa véritable peau. « Je ne sais pas ce que je ressens, » dit Eric sèchement en détournant la tête, mais pas assez vite pour qu'Elsie ne voie pas le scintillement dans le coin de ses yeux. « Mais si, tu le sais, » dit-elle en observant son profil. « Tu peux me parler ? Je me sens si partagé. Je ressens une telle peur, un tel chagrin devant ce qui s'est passé et ce qui se passe encore pour Axel. La seule idée qui pourrait mourir et me quitter. » Il chercha les mots, mais n'en trouva aucun. Elsie comprit cependant ce qu'il voulait dire. Elle garda le silence et le laissa poursuivre. « Mais d'un autre côté, je ressens de la rage. » Sa voix s'assombrit, laissant pressentir ce que serait son timbre d'adulte. « Je ressens de la rage parce que je suis encore plus invisible qu'avant. Je n'existe pas, je n'existe plus. Tant qu'Axel était à la maison, il pouvait détourner sur moi une partie de la lumière qui tombait sur lui. Une petite lueur, de temps à autre, une petite gentillesse pour moi, mais c'était suffisant, je n'ai jamais demandé plus que ça. Axel méritait d'être au centre, d'avoir l'attention de tous. Il a toujours été meilleur que moi, je n'aurais jamais osé faire ce qu'il faisait, je ne suis pas courageux, je n'attire pas le regard des autres, et je n'ai pas le don d'Axel de mettre les gens à l'aise. Je crois que son secret c'était ça, que c'est ça. Il arrive à faire en sorte que les gens se sentent bien. Je n'ai pas ce talent. Je rends les gens nerveux et inquiets. Ils ne savent pas très bien quoi faire de moi. Je sais trop de choses, je ris trop rarement. Il fut obligé de chercher son souffle après ce qui était probablement le plus long discours qu'il eût jamais fait. Elsie fut obligée de rire. « Fais attention de ne pas te trouver à court de mots, Eric. D'habitude, tu en es plus économe. » Elle sourit, mais Eric serra les dents. « C'est exactement ce que je veux dire. Et tu sais quoi ? Je crois que je pourrais me mettre à marcher, m'en aller, et continuer à marcher, et ne plus jamais revenir. Personne à la maison ne se rendrait compte de mon absence. Je ne suis qu'une ombre à la périphérie du champ de vision de mes parents. Je crois même qu'ils seraient soulagés si l'ombre disparaissait, pour qu'ils puissent se focaliser entièrement sur Axel. » Sa voix se brisa, et il détourna de nouveau son visage, rempli de honte. Elsie l'entoura de son bras et posa sa tête sur son épaule, le forçant à revenir de l'obscurité où il se trouvait. « Eric, je te promets qu'ils le remarqueraient si tu disparaissais. Ils sont simplement occupés à gérer ce qui est arrivé à Axel. Ça fait 4 mois maintenant qu'il est aux mains des Allemands, dit Eric sourdement. Ils vont rester occupés pendant combien de temps encore ? 6 mois ? 1 an ? Une vie ? Moi je suis là, je suis toujours là. Pourquoi ça n'est pas important ? Et en même temps, je me sens abject d'être jaloux de mon frère, qui est probablement en prison, et qui sera peut-être exécuté sans même qu'on le revoie. Tu parles d'un frère. Personne ne met en doute ton amour pour Axel. Mais c'est tout à fait normal, si toi aussi tu veux être vu, si tu veux exister. Et moi, je sais que tu existes. Mais tu dois leur parler, et leur dire ce que tu ressens. Tu dois les obliger à te voir. Je n'ose pas. Eric secoua violemment la tête. Si ça se trouve, il pense que je suis affreux. Elsie prit sa tête entre ses mains et le força à la regarder. Écoute-moi maintenant, Eric Frankel. Tu n'es pas quelqu'un d'affreux. Tu aimes ton frère et tes parents, mais tu as du chagrin. Tu dois le leur dire. Tu m'entends ? Il chercha à détourner la tête, mais elle la maintint fermement entre ses paumes et le regarda droit dans les yeux. « Tu as raison, finit-il par dire. Je vais leur parler. » Impulsivement, Elsie le prit dans ses bras et le serra fort. Elle sentit qu'il se détendit quand elle passa sa main dans son dos. « Non mais c'est quoi ça, hein ?» Une voix derrière eux les fit sursauter et ils se séparèrent. Elsie se retourna et vit Franz, le visage blanc et les poings serrés. « C'est quoi ça ?» répéta-t-il. Il semblait avoir du mal à trouver d'autres mots. Elsie comprit ce qu'il avait cru voir, et elle essaya de lui faire comprendre ce qui s'était réellement déroulé, pour éviter qu'il ne prenne la mouche. Elle l'avait déjà vu plusieurs fois s'emporter aussi rapidement qu'on craque une allumette.
Franz se tenait constamment prêt à se mettre en colère, comme s'il cherchait en permanence des raisons pour donner libre cours à sa rage, et elle n'était pas bête au point de ne pas comprendre qu'il avait un faible pour elle. Cette situation pourrait mener à une catastrophe si elle n'arrivait pas à lui expliquer. Eric et moi, on était juste en train de discuter. Elle parlait lentement et calmement. « Ouais, j'ai bien vu comment vous étiez juste en train de discuter, » dit Franz, et quelque chose dans ses yeux donna des frissons à Elsie. On parlait d'Axel, combien c'est difficile de le savoir là où il est, dit-elle sans céder au regard de Franz. La lueur froide et sauvage dans ses yeux recula un peu. Elle continua à parler. J'étais en train de le consoler. Voilà ce que tu as vu. Viens maintenant t'asseoir avec nous. Elle tapota avec autorité la dalle de pierre à côté d'elle. Il hésita, mais ses mains commencèrent à se détendre, et l'éclat froid dans ses yeux avait totalement disparu. Il soupira profondément et s'assit. « Je te demande pardon, » dit-il sans la regarder. « Il n'y a pas de problème, » dit-elle. « Mais fais attention de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. » Franz garda le silence. Puis il tourna le regard vers elle. L'intensité qu'elle y lut lui fit subitement plus peur que l'éclat froid et furieux de tout à l'heure. Elle eut l'intuition que ceci ne se terminerait pas bien. Elle pensa aussi à Britta et au regard amoureux qu'elle envoyait continuellement en direction de Franz. Elsie se le répéta, cela ne pouvait pas bien se terminer. Elle a l'air sympa, dit Karine avec un sourire. Erika, ouais, elle est chouette. Patrick sentit sa bouche former un grand sourire. Certes, ça avait coincé un peu dernièrement, mais c'était des broutilles. Il se sentait vraiment très chanceux de pouvoir se réveiller à côté d'Erika tous les matins. J'aurais aimé pouvoir dire la même chose de Leif. Je commence à en avoir par-dessus la tête de cette vie de femme de musicien. Il est toujours en tournée. Mais je savais dans quoi je me lançais, alors j'imagine que je n'ai pas le droit de me plaindre. Ça change quand on a des enfants, dit Patrick, autant comme une question que comme un constat. Ah bon? J'étais sans doute naïve, mais j'ignorais totalement que ça faisait autant de travail, qu'il fallait donner autant de soi quand on a un petit. Et, ce n'est pas très facile quand on doit assumer toute la charge. Parfois j'ai l'impression que les corvées c'est pour ma pomme, les nuits blanches, les couches à changer, jouer avec lui, lui donner à manger, l'emmener chez le docteur quand il est malade. Et quand Leif se pointe à la maison, il est accueilli comme s'il était le Père Noël en personne. C'est tout simplement injuste. Mais vers qui est-ce qu'il va, Lude, quand il se fait mal? Tu as raison, sourit Karine. C'est vers moi qu'il vient. Je suppose qu'il sait très bien que c'est moi qui suis là quand il se réveille la nuit. Mais je ne sais pas. Je me sens floué d'une certaine façon. Ce n'était pas comme ça que c'était censé se passer. Moi je trouve que c'est beaucoup plus amusant que ce que j'avais imaginé, dit Patrick. Mais le regard pénétrant que lui lança Karine lui fit comprendre qu'il avait dit une bêtise. Est-ce qu'Erika est du même avis? Dit-elle sèchement. Patrick comprit où elle voulait en venir. Non, effectivement. En tout cas, elle ne l'était pas avant, dit-il. Il ressentit un coup au cœur en pensant à sa pâleur et à son manque d'entrain les premiers mois qui avaient suivi la naissance de Maya. Est-ce que ça peut venir du fait qu'elle a été coupée de sa vie d'adulte pour rester à la maison avec Maya, tandis que toi tu allais au boulot tous les jours? Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider, protesta Patrick. Aider. Il y a une sacrée différence entre aider et être celle qui porte la responsabilité. C'est pas évident de calmer un bébé en colère. Il faut apprendre sur le tas comment il doit manger et quand, et on doit trouver les moyens pour se distraire et le bébé avec, 5 jours sur 7, en général sans le moindre adulte en vue pour vous tenir compagnie. Être le PDG de l'entreprise bébé et être un simple manœuvre qui attend les ordres, ça n'a rien à voir. Mais tu ne peux pas tout mettre sur le dos des pères, dit Patrick en poussant plus fort dans la forte montée. À mon sens, ce sont les mères qui ne veulent pas abandonner le contrôle aux pères. Quand on change le bébé, on ne fait pas comme il faut, quand on donne le biberon, on ne le tient pas comme il faut, etc.
Tu vois, je pense pas que ça soit toujours très facile pour les papas d'entrer dans ce rôle de PDG dont tu parles. Karine garda le silence un instant, puis elle regarda Patrick en disant « Elle était comme ça, Erika, sincèrement, quand elle restait à la maison avec Maya. Elle ne te laissait pas de place ?» Patrick réfléchit minutieusement. Il fut obligé de lui donner raison. Non, elle n'était pas comme ça. C'était plutôt moi qui trouvais bon de ne pas avoir à prendre de responsabilité. Quand Maya pleurait et que j'essayais de la consoler, c'était bon de savoir que je pouvais toujours la donner à Erika si je n'arrivais pas à la calmer. Et bien sûr que c'était un plaisir de partir au boulot le matin, et c'était tout aussi sympa de rentrer le soir retrouver Maya. Parce que tu avais eu ta dose du monde des adultes, dit Karine sèchement. Et comment ça se passe maintenant? Alors que c'est toi qui assumes la responsabilité, ça fonctionne? Je n'ai sans doute pas 20 sur 20 comme papa à la maison, si je puis dire, admit Patrick, après avoir réfléchi un instant. Mais ce n'est pas aussi simple. Erika travaille à la maison, et elle sait où tout se trouve, et... De nouveau, il secoua la tête. Ah oui, je reconnais ça. Chaque fois que Leif rentre, ce sont des questions à ne plus en finir. Karine, tu les ranges où, les couches? Parfois je me demande comment vous fonctionnez au boulot, vous les hommes, alors qu'à la maison vous n'êtes même pas capable de vous rappeler où se trouvent les couches. Allez, arrête, dit Patrick en donnant un petit coup de coude à Karine. On n'est quand même pas si nuls que ça. Donne-nous un peu de crédit. Les hommes de la génération avant moi ne changeaient pas leur bébé, je trouve qu'on a pas mal progressé. Un tel virage ne se fait pas en un tournement. Nos pères nous servaient de modèle, on a été influencés par eux, et il faut du temps pour que les choses avancent. Mais on fait de notre mieux. Toi peut-être, dit Karine, et sa voix reprit un ton amer. Leif, en tout cas, ne fait certainement pas de son mieux. Patrick ne dit rien, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils se séparèrent à l'embranchement du club nautique à Selvik, et Patrick continua seul avec Maya. Il était à la fois triste et pensif. Pendant longtemps, il en avait voulu à Karine de l'avoir trahi comme elle l'avait fait, mais à présent, il ne ressentait plus qu'une immense pitié pour elle. Ils se jetèrent dans la voiture de police immédiatement après l'appel téléphonique. Fidèle à lui-même, Mellberg avait murmuré une excuse et gagné son bureau à la hâte, mais Martin, Paula et Gösta dévalèrent Affärsgatan en direction du collège de Tanumsöd. On leur avait dit de se rendre directement au bureau du principal, et comme ce n'était pas la première visite de la police au collège, Martin n'eut aucune difficulté pour les guider. Que s'est-il passé? Il regarda la pièce où un adolescent maussade était assis sur une chaise, flanqué du principal et de 2 hommes, manifestement des professeurs. « Père vient de s'attaquer très violemment à un élève, dit le principal. Je vous félicite d'être arrivé si vite. Comment va-t-il? Demanda Paula. Pas très bien. L'infirmière est avec lui et l'ambulance est en route. J'ai appelé la mère de Père, elle ne devrait pas tarder. Le principal fusilla le jeune du regard. Il répondit avec un bâillement d'indifférence. « Tu vas venir au poste avec nous, dit Martin, et il lui fit signe de se lever. Puis il s'adressa au principal, essayez de joindre sa mère pour qu'elle vienne directement au commissariat. Ma collègue Paula Morales restera ici pour entendre les témoins de l'agression. Paula confirma d'un hochement de la tête. « Je m'y mets tout de suite, dit-elle, et elle quitta la pièce. Père affichait toujours la même indifférence lorsqu'il suivit les policiers dans le couloir. Devant l'attroupement d'élèves curieux, il réagit en ricanant et en leur faisant un doigt d'honneur. « Connard !» murmura-t-il. « Tu te tais jusqu'à ce qu'on arrive au commissariat » dit Gösta en le regardant avec autorité. Père haussa les épaules, mais obéit. Il passa le reste du trajet jusqu'au bâtiment qui abritait à la fois le commissariat et la caserne de pompiers, à regarder par la vitre sans prononcer un mot. En arrivant, ils le parquèrent dans une pièce en attendant la venue de sa mère. Le téléphone de Martin sonna, il écouta attentivement, puis il se tourna vers Gösta, l'air pensif. « C'était Paula, dit-il. Tu sais à qui il s'est attaqué? »« Non, c'est quelqu'un qu'on connaît. »« Un peu, mon neveu.
Mathias Larsson, celui qui a trouvé Eric Frankel. Il est en route pour l'hôpital. On l'entendra plus tard. » Gösta assimila l'information sans faire de commentaire, mais Martin vit qu'il devenait blême. 10 minutes plus tard, Karina arriva en courant et demanda tout essoufflé où était son fils. Annika la fit tranquillement entrer dans le bureau de Martin. « Où est père? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle parlait comme si elle avait une grosse boule dans la gorge et elle était manifestement hors d'elle. Martin lui tendit la main et dit son nom. Les formalités et les rituels familiers avaient souvent un effet apaisant. Tel fut effectivement le cas. Karina répéta ses questions, mais sur un ton plus posé, puis Martin lui indiqua une chaise. Il eut une petite grimace quand il s'installa derrière le bureau, en sentant l'odeur manifeste qui émanait de la femme en face de lui. Vapeur d'alcool. L'odeur était très nette et reconnaissable. Elle avait peut-être tout simplement fait la fête hier, mais il n'y croyait pas trop. Ses traits étaient un peu bouffis, signe caractéristique d'une alcoolique. Père a été arrêté pour violence envers autrui. D'après le rapport de l'école, il a agressé un camarade dans la cour de l'école. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle en serrant fort la coudoir. « Comment? Il est... » Elle ne parvint pas à terminer sa phrase. « Il est en route pour l'hôpital en ce moment. Apparemment, il a été assez amoché. Mais comment? Pourquoi ?» Elle déglutit tout en secouant la tête. « C'est ce que nous avons l'intention d'éclaircir. Il est dans la salle d'interrogatoire à côté, mais il nous faut votre autorisation pour lui poser des questions. »« Oui, bien sûr, vous l'avez. »« Bon, alors allons-y. » Ils sortirent du bureau, puis Martin s'arrêta devant le bureau de Gösta et frappa un petit coup sur la porte ouverte. « Tu peux venir avec nous? On va l'entendre maintenant. » Karina et Gösta se serrèrent poliment la main, puis le trio entra dans la pièce où Père essayait de prendre l'air de celui qui s'ennuie profondément. Il laissa tomber le masque un instant en voyant sa mère, puis il se força à reprendre son expression d'indifférence et tourna ses yeux vers le mur. « Père, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Karina se cassa quand elle s'assit à côté de son fils et essaya de poser son bras sur ses épaules. Il se dégagea vivement, sans répondre. Martin et Gösta s'installèrent face à Père et Karina, et Martin posa le magnétophone sur la table. La force de l'habitude lui avait aussi fait apporter un bloc-notes et un stylo. Il récita la date et l'heure et s'éclaircit la gorge. « Alors, Père, peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Mathias est dans une ambulance en route pour l'hôpital, au cas où tu te le demanderais. » Père sourit. Sa mère lui donna un coup de coude. « Père, réponds. Tu te le demandais, n'est-ce pas ?» Sa voix se brisa de nouveau, mais Père refusait toujours de la regarder. « Laissez-le, c'est à lui de répondre, » dit Gösta à Karina avec un petit clin d'œil pour la rassurer. Il y eut un moment de silence pendant qu'ils attendaient la réponse de Père, puis l'adolescent rejeta la tête en arrière. Mathias disait des conneries. « Quelle sorte de conneries ?» demanda Martin gentiment. « Est-ce que tu peux préciser ?» Silence de nouveau, puis... il essayait de baratiner Mia. C'est genre la reine du bahut, tu vois. Je l'ai entendu frimer avec le cambriolage qu'ils avaient fait, Adam et lui, chez le vieux, vous savez, quand ils l'ont trouvé. Il disait que personne d'autre n'avait osé faire ça. Je veux dire, merde, quoi, c'est moi le premier à y être allé. C'est moi qui leur ai donné l'idée. Il avait des oreilles comme des paraboles quand je racontais tous les trucs cool qu'il y avait. N'importe qui peut comprendre qu'il n'aurait pas osé y aller en premier, ces connards. Père rit, et Karina regarda honteusement la table. Il fallut quelques secondes à Martin pour comprendre ce que Père venait de dire. Il répéta lentement « Tu parles de la maison d'Eric Frankel ?»« À Fjällbacka ?»« Ouais, le vieux que Mathias et Adam ont trouvé mort, avec tous les trucs nazis. De la camelote de ouf, dit Père, les yeux brillants. J'avais l'intention d'y retourner avec les potes pour emporter quelques bidules. Puis le vieux est arrivé, et il m'a enfermé, et il a appelé mon père, et... Attends, dit Martin, on va le faire un peu plus lentement. Tu dis qu'Eric Frankel t'a pris en flagrant délit de cambriolage, et qu'il t'a enfermé?
Je croyais qu'il y avait personne. Je suis entré par une fenêtre de la cave, et puis il est arrivé quand j'étais dans la pièce où il y a les livres et tout plein de trucs. Et il m'a enfermé à clé. Ensuite, il m'a forcé à donner le numéro de papa, et il l'a appelé. Vous étiez au courant de ça? Martine lança un regard mordant à Karina, qui hocha légèrement la tête. Mais pas avant l'autre jour. Kiel, mon ex-mari, ne me l'a pas dit avant. Jusque-là, je l'ignorais totalement. Et je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas plutôt donné mon numéro de téléphone, père, au lieu de mêler papa à tout ça. De toute façon, tu n'aurais pas pigé, dit père, et pour la première fois, il regarda sa mère. Toi, tu ne fais que rester au lit et picoler, tu te fous du reste. Même là, en ce moment, tu pues l'alcool. Est-ce que tu le sais, au moins? Les mains de père tremblèrent de nouveau, comme quand il avait perdu le contrôle une brève seconde au moment où ils entraient dans la pièce. Les larmes montèrent aux yeux de Karina, et elle dévisagea son fils. D'une voix basse, elle dit « C'est tout ce que t'as à dire, après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai mis au monde, je t'ai nourri et habillé, et j'ai été là pour toi pendant toutes ces années, quand ton père n'en avait rien à faire de nous. » Elle se tourna vers Martine et Gösta. Un jour, il est simplement parti. Il a fait ses valises et il est parti. J'ai appris qu'il avait une affaire avec une jeune de 25 ans qui était en cloque, et il nous a quittés, père et moi, sans un regard en arrière, jamais. Il a démarré une nouvelle famille et nous a laissé tomber comme une paire de vieilles chaussettes. Ça fait 10 ans que papa s'est tiré, dit père, et il eut tout à coup l'air beaucoup plus âgé que ses 15 ans. Comment s'appelle ton père? Dit Gösta. Mon ex-mari s'appelle Kiel Ringholm, répondit Karina d'une voix guindée. Je peux vous donner son numéro de téléphone. Martine et Gösta échangèrent un regard. S'agit-il du journaliste à Bohuslänningen? Demanda Gösta, tandis que tout commençait à se mettre en place dans son esprit. Le fils de Franz Ringholm? Franz est mon grand-père, dit père avec fierté. Il est hyper cool. Il est même allé en prison. Mais maintenant il s'occupe de politique. Ils seront élus au municipal et ensuite les bougnoules seront virés de la commune. Père! Lança Karine, effarée. Elle se tourna vers les policiers. Il est à l'âge où on se cherche, on essaye différents rôles. Et c'est vrai, son grand-père n'a pas une bonne influence sur lui. Kiel a interdit à père de le voir. Vous pouvez toujours essayer, marmonna père. Et le vieux, là, avec tous ces trucs nazis, il a eu son compte en tout cas. Je l'ai entendu parler avec papa quand il est venu me chercher. Il disait qu'il allait lui donner de la matière pour ses articles sur les amis de la Suède et sur Franz. Il croyait que je n'entendais pas. Ils se sont mis d'accord pour se voir plus tard. Putain de traître. Je comprends que grand-père ait honte de lui. Karina lui donna une gifle, et dans le silence qui s'ensuivit, mère et fils se regardèrent avec autant de surprise que de haine. Puis le visage de Karina s'adoucit. Pardon, mon chéri, je ne voulais pas, Pardon. Elle essaya de prendre son fils dans ses bras, mais il la repoussa brutalement. Dégage, sale ivrogne, tu me touches pas, t'entends? On se calme. Gösta se redressa et regarda sévèrement Karina et père. Je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin aujourd'hui. On te laisse partir pour l'instant, père. Mais, du regard, il interrogea Martine, qui acquiesça imperceptiblement de la tête. Mais nous allons transmettre l'affaire aux services sociaux. Ce que nous venons de voir est préoccupant et nous pensons qu'ils devraient y regarder de plus près. Quant à l'enquête sur les violences à autrui, elle suivra son cours. Est-ce vraiment nécessaire? Demanda Karina d'une voix tremblante, sans mettre de véritable énergie dans sa question. Gösta eut l'impression qu'elle était soulagée que quelqu'un prenne la situation en charge. Après le départ de père et Karina, Gösta suivit Martine dans son bureau. « Eh bien, voilà de quoi réfléchir, » dit Martine en s'asseyant. En effet, Gösta se mordit la lèvre et pesa sur ses talons. « Tu as quelque chose à me dire ?»« Oui. Un tout petit truc, peut-être. » Gösta prit son élan. Quelque chose avait rongé son inconscient depuis plusieurs jours, et pendant l'interrogatoire, il avait subitement compris ce que c'était. Maintenant, il s'agissait simplement de bien le formuler. Ça ne ferait pas plaisir à Martine. Il hésita longuement sur le perron avant de se décider à frapper à la porte.
Hermann ouvrit presque aussitôt. « Ah, tu es quand même venu. » Axel hocha la tête. Il resta sans bouger devant la porte. « Entre. Je ne lui ai pas dit que tu allais venir. Je ne savais pas si elle allait s'en souvenir. Ça va si mal que ça. » Axel regarda l'homme devant lui avec beaucoup de compassion. Hermann avait l'air fatigué. Ça ne devait pas être facile pour lui. « C'est ta tribu ?» dit-il en levant le menton en direction des photos dans le vestibule. Hermann s'anima. « Oui, ils y sont tous. » Axel observa les clichés, les mains dans le dos. Fête de la Saint-Jean et anniversaire, réveillon de Noël et jours ordinaires. Un fourmillement d'adultes, d'enfants et de petits-enfants. Un instant, il pensa à l'aspect qu'aurait eu cet affichage chez lui, s'il s'était donné la peine de le faire. Des photos de lui au bureau, une montagne de documents, d'innombrables dîners avec la crème du monde politique et toutes sortes de personnes influentes, peu d'amis, peut-être aucun. Ils n'étaient pas nombreux à supporter ça, la chasse continuelle, l'énergie qu'ils mettaient à localiser encore un autre criminel quelque part dans le monde, encore un qui vivait une vie agréable, imméritée, qui avait du sang sur les mains et qui jouissait pourtant du privilège de caresser la tête de ses petits-enfants avec elle. Comment une famille, des amis, une vie ordinaire pouvaient-ils se mesurer à un tel moteur ? Pendant la plus grande partie de sa vie, il ne s'était pas demandé si cela lui manquait, il ne se l'était pas permis. Et la récompense était si belle lorsque le travail portait ses fruits. Lorsque des années d'interviews et de recherches dans les archives produisaient leurs fruits, que les coupables étaient rattrapés par leur passé et remis à la justice. Une récompense telle qu'elle l'emportait sur l'envie d'une existence ordinaire. Du moins, c'est ce qu'il avait cru. Mais à présent, devant les photographies de Hermann et Britta, il se demandait s'il n'avait pas fait le mauvais choix en donnant la priorité à la mort plutôt qu'à la vie. « Une famille charmante », dit Axel avant de tourner le dos aux photos. Il suivit Hermann dans le salon et s'arrêta net en apercevant Britta. Bien qu'Eric et lui aient eu Fjällbacka comme base depuis toujours, ça faisait des décennies qu'ils ne l'avaient pas vue. Leur chemin n'avait eu aucune raison de se croiser. Les années se rappelèrent brutalement à lui, et il chancela. Elle était toujours belle. En réalité, elle était beaucoup plus belle qu'Elsie, qu'on aurait plutôt qualifiée de jolie, mais Elsie avait possédé un éclat intérieur, une gentillesse avec laquelle la beauté superficielle de Britta ne pouvait rivaliser. Quelque chose avait cependant changé avec le temps. Il ne voyait plus aucune trace de la dureté anguleuse de Britta. Aujourd'hui, elle rayonnait de chaleur maternelle. Une maturité venue avec l'âge. « C'est toi, dit-elle en se levant du canapé. C'est vraiment toi, Axel !» Elle lui tendit ses deux mains et il les saisit. Tant d'années s'étaient écoulées, une éternité, 60 ans, une vie. Plus jeune, il n'imaginait pas que le temps pourrait filer aussi vite. Les mains qu'il tenait entre les siennes étaient ridées et constellées de petites taches brunes dues à l'âge. Les cheveux n'étaient plus châtains, mais d'une jolie nuance argentée. Britta le regarda calmement, droit dans les yeux. « C'est bon de te revoir, Axel. Le temps a été clément avec toi. C'est drôle, j'allais te dire la même chose. Assieds-toi, qu'on bavarde un peu. Hermann, tu peux nous préparer du café ?» Hermann acquiesça et partit s'affairer dans la cuisine. Britta s'assit. Elle tenait toujours la main d'Axel quand il s'installa à côté d'elle dans le canapé. « Eh oui, Axel, nous voilà devenus vieux, nous aussi. Qui l'eût cru, dit-elle en inclinant la tête, lui permettant de constater qu'elle avait conservé la coquetterie de sa jeunesse. « J'ai entendu dire que tu avais fait beaucoup de bien au fil des ans, reprit-elle en l'examinant attentivement. Il évita son regard. Du bien, j'ai fait ce qui devait être fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas simplement balayer sous le tapis, dit-il avant de se taire brusquement. Tu as raison, Axel, répondit Britta d'un air sérieux. Tu as entièrement raison. Ils restèrent en silence l'un à côté de l'autre et regardèrent la baie jusqu'à ce que Hermann arrive avec le café et des tasses sur un plateau fleuri. « Merci, mon chéri.
lui dit Britta. Axel sentit son cœur se serrer en voyant le regard qu'ils échangeaient. Il dut se rappeler que par son travail il avait contribué à donner la paix à beaucoup de personnes. Elles avaient eu la satisfaction de voir leur bourreau traîner devant la justice. C'était aussi une sorte d'amour. Pas un amour personnel ni physique, mais de l'amour néanmoins. Comme si elle avait lu dans ses pensées, Britta demanda en lui tendant une tasse « Est-ce que la vie a été bonne pour toi, Axel ?» La question contenait tant de dimensions, tant de strates qu'il ne sut quoi répondre. Il eut une vision d'Éric et de ses 3 amis, chez eux dans la bibliothèque, insouciants, désinvoltes. Elsie, au gentil sourire et aux manières douces. Franz, qui donnait l'impression à tout son entourage de marcher sur le bord d'un volcan, mais qui avait aussi quelque chose de fragile en lui. Britta, si différente aujourd'hui de ce qu'elle était alors. Elle avait porté sa beauté tel un bouclier, et il l'avait éliminée comme une coquille vide, sans contenu qui en valait la peine. C'était peut-être la vérité à l'époque, mais les années avaient rempli la coquille. Et aujourd'hui il avait l'impression qu'elle brillait d'une lumière intérieure. Puis Éric. La pensée d'Éric était tellement douloureuse que son cerveau chercha à la repousser. Assis là, dans le salon de Britta, Axel s'obligea à voir son frère tel qu'il était alors, avant les temps difficiles, installé derrière le bureau de leur père, les pieds posés dessus, les cheveux châtains toujours un peu ébouriffés, et avec cette expression distraite qui le faisait paraître plus vieux que son âge. Éric qu'il aimait tant. Axel réalisa que Britta attendait une réponse. Il se força à quitter le passé et tenta de trouver une réponse dans le présent. Mais, comme toujours, les deux étaient inexorablement liés, et les 60 années qui s'étaient écoulées s'en mêlèrent dans son souvenir en une bouillie de gens, de rencontres et d'événements. La main qui tenait la tasse tremblait. Pour finir, il dit « Je ne sais pas, je crois, aussi bonne que je l'ai méritée. Moi j'ai eu une bonne vie, Axel. Et ça fait très très longtemps que j'ai décidé que je la méritais. Tu devrais faire pareil. » Sa main trembla encore davantage, et il renversa un peu de café sur le canapé. « Oh pardon, Hermann bondit. « Ce n'est pas grave, je vais chercher une éponge. » Il disparut dans la cuisine et revint avec un torchon imbibé d'eau avec lequel il tamponna doucement le tissu. Britta gémit bruyamment et Axel sursauta. « Oh là là, mère va se fâcher maintenant. Son joli canapé, ce n'est pas bien ça. » Axel interrogea Hermann du regard, qui répondit en frottant plus énergiquement la tâche. « Tu penses que ça va partir ? Mère va me gronder, c'est sûr, » dit Britta en se balançant. Elle observa avec inquiétude les efforts de Hermann pour éliminer la tache. Il se leva et prit sa femme dans ses bras. « Ça ira, ma chérie, je vais l'enlever. »« Tu en es sûr ? Parce que si mère se met en colère, elle le dira peut-être à père et... » Britta se mordilla nerveusement les jointures des doigts. « Je te promets que je vais l'enlever, elle n'en saura rien. »« Ça va alors. » Britta se détendit. Puis elle se figea et fixa Axel. « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ?» Des yeux, Axel chercha de l'aide auprès de Hermann, qui répondit simplement « Elle a des hauts et des bas. » Britta observa intensément Axel, comme pour trouver quelque chose sur ce visage qui s'obstinait à s'esquiver de façon si moqueuse. Puis elle prit brutalement sa main et s'approcha tout près de lui. « Il m'appelle, tu sais. »« Qui ça ?» dit Axel, et il lutta contre l'impulsion d'éloigner sa tête, sa main, son corps. Quand Britta répondit, ce fut l'écho de ses propres mots qu'il entendit. « Il y a des choses qu'on ne peut pas simplement balayer sous le tapis, » chuchota-t-elle lentement, le visage à seulement quelques centimètres du sien. Il retira vivement sa main et regarda Hermann au-dessus de la tête argentée de Britta. « Tu vois toi-même, » dit Hermann d'une voix fatiguée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» « Adrian, maintenant tu fais un effort. »
Anna se démenait pour essayer de l'habiller, mais ces derniers temps il était devenu champion dans l'art de se tortiller comme une anguille. Il était impossible de lui enfiler ne serait-ce qu'une chaussette. Elle essaya de l'immobiliser pour lui mettre son slip, mais il se dégagea et se mit à courir partout en rigolant. « Adrian, arrête, s'il te plaît, j'en peux plus. Dan nous attend, on va partir à Tanumsud, faire des courses. Tu pourras regarder les jouets chez Hedemirs, tenta-t-elle, bien consciente que la corruption n'était pas la meilleure façon de gérer la crise vestimentaire, mais que faire? « Vous n'êtes pas encore prêt, dit Dan, en voyant Anna assise par terre, entourée d'un tas de vêtements, et Adrian qui galopait tout autour. « J'ai mes cours dans une demi-heure, il faut qu'on y aille. »« Eh ben tu n'as qu'à essayer toi-même alors, » cracha-t-elle en lui lançant les affaires d'Adrian. Il la regarda, perplexe. Elle n'était pas de très bonne humeur depuis quelque temps, mais c'était peut-être normal. Réunir deux familles coûtait plus qu'il ne l'aurait cru. « Allez, viens, Adrian. On va voir si je sais toujours y faire. » Il attrapa le petit sauvage tout nu au vol, lui enfila le slip et les chaussettes avec une facilité déconcertante, puis Adrian se transforma de nouveau en anguille et refusa totalement le pantalon. Dan fit quelques essais en gardant son calme, mais il finit par perdre patience à son tour. « Adrian, maintenant tu te tiens tranquille !» Tout surpris, Adrian cessa son manège, puis il devint écarlate. « Tu n'es pas mon papa. Va-t'en. Je veux mon papa. Papa !» C'en fut trop pour Anna. Tous les souvenirs de Lucas revinrent, de la période épouvantable où elle vivait comme une prisonnière dans sa propre maison, et les larmes jaillirent. Elle se précipita dans la chambre, se jeta sur le lit et fondit en larmes. Puis elle sentit une main douce dans son dos. « Ma chérie, qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas très grave tout ça. Il n'est pas encore habitué et il nous teste, c'est tout. D'ailleurs, comparé à Belinda au même âge, Adrian, c'est un amateur. À un moment, j'en ai eu tellement marre de toutes les histoires qu'elle faisait pour s'habiller que je l'ai déposée en petite culotte dehors devant la porte. Pernilla était furieuse contre moi, on était en décembre. Cela dit, elle n'y restait qu'une petite minute avant que je change d'avis. Anna ne rit pas, au contraire, ses pleurs redoublèrent et tout son corps trembla. « Mais ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'inquiètes. Je sais que tu as vécu des choses difficiles, mais on va venir à bout de tout ça. On a tous besoin d'un peu de temps, ensuite ça va se calmer tout seul. Toi et moi, on va s'en sortir, ensemble. » Elle tourna un visage rouge et bouffi vers lui et se redressa à demi dans le lit. Je sais, bégaya-t-elle en essayant de contrôler les larmes. Je le sais et je ne comprends pas pourquoi je deviens toujours comme ça quand... Anna s'arrêta net au milieu de la phrase et regarda Dan, la bouche ouverte. « Quoi ?» dit-il, complètement perdu. « Tu deviens comme ça quand... » Anna était incapable de répondre, et au bout d'une minute, elle vit qu'il comprenait. Lentement, elle hocha la tête, les yeux écarquillés. « Je deviens comme ça quand je suis enceinte. » Un silence absolu s'installa dans la chambre. Puis une petite voix se fit entendre à la porte. « Je me suis habillé, tout seul, je suis un grand garçon. On va regarder les jouets maintenant ?» Dan et Anna regardèrent Adrian qui débordait de fierté. Le pantalon était devant derrière et le pull à l'envers, mais il s'était habillé, tout seul. Ça sentait bon dès l'entrée, et Mellberg se rendit droit dans la cuisine. Rita avait téléphoné un peu avant 11 heures pour l'inviter à déjeuner, puisque Señorita avait exprimé l'envie de faire la folle avec Ernst. Il n'avait pas demandé comment la chienne avait communiqué ce souhait à sa maîtresse. Il était des choses qu'on devait se contenter d'accepter comme une manne tombée du ciel. « Salut !» Johanna était en train d'aider Rita à couper des légumes, avec difficulté cependant puisque son ventre l'obligeait à garder une certaine distance avec le plan de travail. « Salut toi. Ça sent bon ici, » dit Mellberg en humant l'air. « On prépare un chili con carne, » dit Rita, et elle vint lui faire une bise. Mellberg résista à l'envie de lever la main et tâter la peau là où elle avait posé ses lèvres, et il alla s'asseoir à table. « Tu devrais peut-être t'asseoir aussi, » dit-il à Johanna qui se massait le bas du dos,
et il lui tira une chaise. « Ça doit être lourd à trimballer. Plus que tu ne l'imagines. Mais j'aurai bientôt fini de le porter. Ça va me faire du bien d'être débarrassé de ce ballon. » Elle se frotta le ventre. « Tu veux toucher ?» demanda-t-elle à Mellberg en voyant son regard. « Je peux ?» dit-il d'un air bête. Il n'avait découvert l'existence de son propre fils que lorsque Simon était déjà un adolescent, et cette partie de la paternité restait un mystère pour lui. « Là, il donne des coups de pied. » Johanna prit sa main et la posa à gauche sur son ventre. Mellberg sursauta en sentant un mouvement violent sous sa main. « Oh pétard, il est fort. Ça fait pas mal ?»« Pas spécialement. Un peu désagréable peut-être quand je veux dormir. On pense que ce sera un footballeur. »« Je serais assez d'accord, » dit Mellberg. Il eut du mal à se résoudre à retirer sa main. L'expérience éveilla en lui de drôles de sentiments qu'il ne sut pas définir. Envie, fascination, regret, il ne savait pas trop. « Et le papa alors, il a des talents footballistiques qu'il a pu transmettre ?» dit-il en riant. À sa grande surprise, il ne reçut aucune réponse. En levant les yeux, il vit le visage stupéfait de Rita. « Mais, Bertil, tu n'as pas compris que... » La porte d'entrée s'ouvrit au même moment. « Ce que ça sent bon. C'est quoi, tu fais du chili, maman ?» Paula entra dans la cuisine, et son visage ahuri répondit parfaitement à la stupéfaction de Mellberg. « Paula ? Patron ?» Puis Mellberg eut un déclic, et tout devint clair. Paula, qui était arrivée ici avec sa mère, Rita, qui venait de s'installer, et les yeux sombres. Pourquoi ne l'avait-il pas noté avant? Elles avaient exactement les mêmes yeux. Il n'y avait qu'une chose qu'il eut du mal à... « Alors, tu as rencontré ma compagne ?» dit Paula, et elle enlaça ostensiblement Johanna, tout en guettant sa réaction. Elle le défia de dire ce qu'il ne fallait pas dire, de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Du coin de l'œil, il vit que Rita l'observait intensément. Elle tenait une cuillère en bois à la main, mais elle avait cessé de touiller la marmite en attendant son commentaire. 1000 pensées fusèrent dans la tête de Mellberg, 1000 préjugés, 1000 choses qu'il avait prononcées au fil des ans, qui n'avaient peut-être pas toujours été très réfléchies. Subitement, il comprit que c'était l'occasion de sa vie et qu'il ne devait pas se tromper. Trop de choses étaient en jeu, et, avec les yeux sombres de Rita dirigés sur lui, il dit calmement « Je ne savais pas que tu allais être maman, et que c'est pour bientôt. Toutes mes félicitations. Johanna m'a fait le plaisir de me laisser tâter le petit sauvage qu'elle a là-dedans, et je suis d'accord avec votre hypothèse. C'est un futur footballeur, c'est évident. » Paula resta absolument immobile pendant encore quelques secondes, les bras autour de Johanna et les yeux fixés sur les siens, pour essayer de déterminer s'il y avait une pointe d'ironie cachée dans ses paroles, puis elle se détendit et sourit. C'est vrai que c'est une sacrée expérience de sentir les coups de pied. La pièce entière implosa de soulagement. Rita se remit à touiller la marmite, et elle dit en riant « Ce n'est rien en comparaison des coups que tu donnais, Paula. Je me souviens de ton père, pour me taquiner, il disait toujours qu'apparemment tu cherchais un autre chemin pour sortir. » Paula fit une bise à Johanna et s'assit. Elle ne put cacher qu'elle s'interrogeait sur la présence de Mellberg. Pour sa part, il se sentit terriblement satisfait de lui-même. Il trouvait bien ça bizarre, deux femmes qui vivaient ensemble, et ce truc avec le bébé lui embrouillait franchement la tête. Tôt ou tard, il serait obligé de calmer sa curiosité sur ce point. Mais tout de même, il avait dit ce qu'il convenait de dire, et, à sa grande surprise, il avait été sincère. Rita posa la marmite sur la table et les invita à se servir. Le regard dont elle gratifia Mellberg fut la preuve définitive qu'il avait agi comme il fallait. Il se rappela encore la sensation de la peau tendue du ventre sous sa main et du pied du bébé qui s'agitait là-dedans. « Tu arrives pile poil pour déjeuner, j'allais t'appeler. » Patrick goûta la soupe de tomates avec une cuillère avant de poser la casserole sur la table. « Quel service? Qu'est-ce qui se passe ?» dit Erika en arrivant dans la cuisine. Elle se planta derrière lui
et l'embrassa dans la nuque. « Il n'y a pas que ça, qu'est-ce que tu crois? Tu veux dire que, pour t'impressionner, il m'aurait suffi de préparer le déjeuner? Ah, merde alors, j'ai fait la lessive et le ménage dans le séjour pour rien. J'ai même été jusqu'à changer l'ampoule cassée aux toilettes. Je ne sais pas ce que tu prends comme drogue, mais je veux la même, dit Erika en lui jetant un regard surpris. Et Maya, elle est où? Elle dort, depuis un quart d'heure. Comme ça on pourra déjeuner tranquillement tous les deux, et après je m'occupe de la vaisselle, et tu remontes bosser. Bon, ça devient inquiétant maintenant. Tu as dilapidé tout notre argent? Ou alors tu vas me dire que tu as une maîtresse? Ou que tu as été accepté pour le programme spatial de la NASA et que tu vas passer une année à tourner autour de la planète? Ou alors mon mari a été enlevé par des extraterrestres et tu n'es qu'une sorte d'organisme cybernétique, un robot. Comment t'as fait pour deviner pour la NASA? Dit Patrick avec un clin d'œil. Il coupa du pain qu'il mit dans un petit panier, puis il s'assit en face d'Erika. Non, à vrai dire, j'ai été un peu rappelé à l'ordre quand je me promenais avec Karine aujourd'hui, et je me suis dit que j'allais proposer un meilleur service, c'est tout. Mais ne compte pas sur ce traitement en permanence. Je ne garantis pas qu'il n'y aura pas de rechute. Alors tout ce que j'ai à faire pour que mon mari aide un peu plus à la maison, c'est lui fixer un rencard avec son ex-femme. Il faut que je passe le tuyau à mes copines. N'est-ce pas? Dit Patrick, et il souffla sur sa cuillerée de soupe. Mais il se trouve que ce n'était pas un rencard. Et je pense qu'elle vit des choses pas faciles en ce moment. Il raconta brièvement ce que Karine lui avait confié, et Erika hocha la tête. Même si Karine semblait plus mal lotie qu'elle-même, elle reconnut bien le tableau. « Et toi alors, ça s'est bien passé ?» demanda Patrick en aspirant bruyamment sa soupe de tomates. « J'ai trouvé plein de trucs super. Tu n'imagines pas tous les événements excitants qu'il y a eu ici, à Fjällbacka et dans les environs, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un de ces trafics avec la Norvège, de la contrebande dans les deux sens, de la nourriture, des armes, des humains. C'était aussi bien des Allemands transfuges que des résistants norvégiens qui venaient ici. Puis il y avait aussi le risque de tomber sur des mines. Il y a eu plusieurs bateaux de pêche et des cargos qui ont sombré avec leur équipage en sautant sur des mines. Est-ce que tu savais que l'aviation civile avait abattu un avion allemand du côté de Dingle en 1940? Il y avait 3 membres d'équipage, ils sont tous morts. Et je n'en avais jamais entendu parler. J'avais cru que la guerre était passée assez inaperçue ici, à part les difficultés d'approvisionnement. On dirait que tu t'es plongé corps et âme là-dedans, rit Patrick, et il resservit de la soupe à Erika. Oui, et tu n'as pas tout entendu encore. J'ai demandé à Christian de sortir tous les documents où ma mère et ses amis pourraient figurer. Je ne pensais pas que ça donnerait quoi que ce soit, ils étaient si jeunes à l'époque. Mais regarde ça. La voix d'Erika tremblotait. Elle alla chercher son porte-documents et en sortit une épaisse liasse de feuillets. « Waouh, t'as trouvé tout ça ?»« Oui, j'ai passé 3 heures à tout lire. » Erika continua à feuilleter avec des doigts légèrement instables et elle finit par trouver ce qu'elle cherchait. Elle montra une coupure de journal avec une grande photographie en noir et blanc. « Là, regarde ça. » Patrick regarda attentivement la coupure. Ce fut la photographie qui attira d'abord son attention. 5 personnes, côte à côte. Il plissa les yeux pour pouvoir lire la légende, et il reconnut 4 noms. Elsie Moström, Franz Ringholm, Eric Frankel et Britta Johansson. Mais il n'avait jamais entendu le 5e auparavant. Un jeune homme, du même âge que les autres, un dénommé Hans Olafsen. Il lut l'article en silence, le regard d'Erika suspendu à son visage. « Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne peut pas être un hasard. Regarde la date. Il est arrivé à Fjällbacka au moment où ma mère a cessé d'écrire son journal, presque jour pour jour. Pas vrai? Ça peut pas être un hasard. Ça signifie forcément quelque chose. » Erika arpenta la cuisine, tout excitée. Patrick se pencha de nouveau sur la photographie. Il étudia les 5 jeunes gens. L'un d'eux était mort assassiné 60 ans plus tard. Une intuition lui dit qu'Erika avait raison. Ça signifiait forcément quelque chose.
Les pensées virevoltaient dans sa tête quand elle retourna au commissariat. Sa mère avait évoqué le fait qu'elle avait trouvé de la compagnie en promenant Señorita, un homme charmant, qu'elle avait réussi à faire venir à ses cours de salsa, mais jamais Paula n'aurait pu imaginer qu'il s'agissait de son chef. Et il n'était pas exagéré de dire qu'elle n'était pas ravie. Mellberg était à peu près le dernier homme qu'elle voulait voir fréquenter sa mère. Mais elle dut reconnaître qu'il avait plutôt bien géré la nouvelle concernant Johanna et elle, étonnamment bien. L'étroitesse d'esprit avait justement été le premier argument qu'elle avait avancé contre un déménagement à Tanumshed. Il avait été suffisamment difficile de se faire accepter à Stockholm, alors dans une petite localité, ça pourrait virer au cauchemar. Mais elle avait discuté de la chose avec Johanna et sa mère, et elle s'était mise d'accord. Si ça ne fonctionnait pas, elle retournerait à Stockholm. Pour l'instant, tout se passait à merveille. Son travail lui plaisait énormément. Sa mère avait pu monter ses cours de salsa, et elle s'était trouvé un boulot à mi-temps à la COP. Johanna était en arrêt de travail pour l'instant, ensuite elle serait en congé maternité pour un bon bout de temps, mais elle avait déjà prospecté les entreprises du coin qui étaient définitivement intéressées par ses compétences en économie. Mais en voyant la mine de Mellberg lorsqu'elle était entrée et avait enlacé Johanna, Paula avait eu l'impression pendant une seconde que tout allait s'écrouler comme un château de cartes. C'était l'exact moment où leur existence aurait pu s'effondrer. Mais Mellberg les avait surprises. Il n'était peut-être pas aussi désespérant qu'elle l'avait cru. Paula échangea quelques mots avec Annika à la réception, puis elle alla frapper à la porte de Martin. « Ça s'est passé comment ?»« Pour l'agression. Il a avoué, il n'avait pas trop le choix. Sa mère l'a ramené à la maison, mais Gusta est en train de mettre les services sociaux sur le coup. Le contexte familial n'a pas l'air formidable. »« Non, c'est comme ça en général, » dit Paula en s'asseyant. Ce qui a déclenché l'incident, c'est que Père était entré par effraction chez Eric Frankel ce printemps. Et ça, c'est intéressant. Paula leva les sourcils, mais elle laissa Martin poursuivre son récit. Quand il l'eut fini, ils gardèrent le silence un instant. Je me demande ce qu'Eric détenait comme informations qui ont pu intéresser Kiel. Quelque chose concernant son père? Aucune idée. Martin haussa les épaules. Mais je me suis dit qu'on allait le lui demander. De toute façon, on doit aller à Uddevalla pour entendre ces messieurs des Amis de la Suède, et Bohuslänningen y a son siège. On pourra s'arrêter en chemin chez Axel. On est parti, dit Paula, et elle se leva. 20 minutes plus tard, ils se trouvèrent encore une fois devant la maison d'Axel et Eric. Paula pensa que l'homme avait l'air plus vieux cette fois, plus gris, plus mince, comme un peu transparent. Il leur sourit aimablement en les faisant entrer, ne demanda pas pourquoi ils étaient revenus, et se contenta de les guider jusqu'à la véranda. « Vous avez avancé ?» demanda-t-il une fois qu'ils furent assis, en précisant assez inutilement « avec l'enquête ?» Martin regarda Paula avant de dire « On a quelques pistes à suivre. La plus importante, c'est qu'on a pu déterminer à 2 jours près quand votre frère a été tué. » « Mais c'est un grand pas en avant, » dit Axel avec un sourire qui n'effaça cependant pas le voile de chagrin et de fatigue de ses yeux. « Vous pensez que ça s'est passé quand ?»« Il a rencontré son amie Viola Elmander le 15 juin. On est donc sûr qu'il était en vie ce jour-là. L'autre date est un peu plus hasardeuse, mais on pense en tout cas qu'il était déjà mort le 17 juin, lorsque votre femme de ménage, Laila, glissa Axel. Laila, c'est ça. Elle s'est rendue ici le 17 pour faire le ménage, comme d'habitude, mais il n'y avait personne et la clé n'était pas à sa place. Oui. Eric faisait toujours très attention à mettre la clé sous le paillasson pour Laila. Que je sache, il ne l'a jamais oubliée. Alors s'il ne venait pas ouvrir et que la clé n'était pas là... Axel se tut et se passa rapidement la main sur les yeux, comme s'il avait des visions de son frère qu'il voulait effacer. « Je suis désolé de vous le demander, » dit Paula doucement, « mais nous voudrions savoir où vous étiez entre le 15 et le 17 juin. Ce sont des formalités, je vous assure. » Axel balaya ses excuses. «
Il n'y a aucune raison de vous excuser, je comprends que ça fait partie de votre travail. De plus, les statistiques montrent que la plupart des meurtres sont commis par des membres de la famille, n'est-ce pas? Oui, dit Martin. On aimerait bien recueillir ces informations pour pouvoir vous exclure de l'enquête au plus vite. Évidemment, je vais aller chercher mon agenda. Axel resta absent quelques instants, puis il revint avec un épais carnet. Il se rassit et commença à le feuilleter. Voyons voir, j'ai quitté la Suède pour Paris le 3 juin, et ensuite je ne suis pas revenu avant le jour où vous avez eu la gentillesse de venir me chercher à l'aéroport. Mais du 15 au 17, j'avais une réunion à Bruxelles le 15, puis je suis allé à Francfort le 16, et j'étais de retour au siège à Paris le 17. Je peux vous faire parvenir des copies des billets, si vous voulez. Il tendit son agenda à Paula, elle l'examina minutieusement, et après avoir interrogé Martine du regard, elle le lui rendit. Non, je ne pense pas que ça sera nécessaire. Vous ne vous rappelez rien de particulier en ce qui concerne Eric, à ces dates précises? Un coup de téléphone, quelque chose qu'il aurait dit? Non, je suis désolé, mon frère et moi, on ne s'appelait pas très souvent quand j'étais à l'étranger. Je pense qu'Eric n'aurait téléphoné que si la maison était en feu. Il rit un peu, puis il se tut brusquement et se passa de nouveau la main sur les yeux. « C'est tout, je ne peux rien de plus pour vous ?» dit-il en refermant son agenda. « Si, en fait, il y a une chose, » dit Martin en observant Axel. « On a interrogé un jeune, Père Ringholm, qui a violemment agressé un camarade aujourd'hui. Il a raconté qu'il avait essayé de cambrioler votre maison début juin, et qu'Eric l'a surpris, l'a enfermé dans la bibliothèque, puis a appelé son père, Kjell Ringholm. Le fils de Franz, constata Axel. Exactement, fit Martin. Père a entendu des fragments d'une conversation entre Eric et Kjell. Ils convenaient de se rencontrer plus tard. Eric avait des informations dont il pensait qu'elles pourraient intéresser Kjell. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Et ces informations que détenait Eric, vous ne savez pas de quoi il s'agissait? Axel garda le silence un long moment. Il eut l'air de réfléchir, puis il secoua lentement la tête. Non, j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait être. Mais il est vrai qu'Eric consacrait beaucoup de temps à éclaircir la période de la Seconde Guerre mondiale, et il se trouvait évidemment en lien avec tout ce qui avait trait au nazisme de l'époque. Kjell se consacre au nazisme dans la Suède d'aujourd'hui, alors je me dis qu'il avait peut-être trouvé un rapport. Quelque chose d'un intérêt historique qui pouvait servir de matériau de base à Kjell. Mais le mieux, c'est de lui demander directement. J'imagine qu'il vous dira de quoi il s'agissait. Oui, nous partons directement pour Ruddeval. Au cas où vous vous rappelleriez autre chose, je vous donne mon numéro de portable. Martin nota scrupuleusement son numéro sur un bout de papier et le tendit à Axel, qui le glissa entre les pages de son agenda. Paula et Martin gardèrent le silence pendant tout le trajet, mais leurs pensées empruntèrent les mêmes chemins. Qu'est-ce qu'ils avaient loupé? Quelles étaient les questions qu'ils auraient dû poser? On ne peut plus différer. Il faut qu'elle soit prise en charge. Hermann regarda ses filles avec un désespoir si profond qu'elles eurent du mal à y faire face. « On le sait, papa. Tu fais ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu t'es occupé de maman aussi longtemps que tu as pu, mais maintenant c'est à d'autres de prendre la relève. On trouvera un endroit qui lui conviendra. » Anna-Greta se plaça derrière son père et l'entoura de ses bras. Elle eut un petit tressaillement en sentant combien il était maigre sous la chemise. La maladie de sa femme l'avait usée, peut-être plus que ce qu'elles avaient vu ou voulu voir. Elle se pencha en avant et posa sa joue contre celle de Hermann. « On est là, papa. Birgitta, Magan et moi, et nos familles. On est là pour toi, tu le sais. Tu n'auras jamais à te sentir seul. Sans votre mère, je me sens seul. Personne n'y peut rien, dit-il d'une voix sourde.
Il essuya furtivement une larme du coin de l'œil. « Mais je sais que ça vaut mieux pour Britta. Je le sais. » Les filles échangèrent un regard par-dessus la tête de leur père. Hermann et Britta avaient été le noyau de leur vie, le roc sur lequel elles avaient pu se reposer. Maintenant, les fondations mêmes de leur existence vacillaient, et elles se serraient les coudes pour essayer de leur redonner une solidité. C'était effrayant de voir sa mère rétrécir, se réduire et devenir plus petite que soi, d'être obligée de devenir l'adulte face à celle qu'on a considérée tout au long de sa jeunesse comme infaillible, indestructible. Même si on avait cessé de voir sa mère comme un être divin qui a réponse à tout, il était extrêmement douloureux d'être témoin de sa déchéance. Anna-Greta serra encore les épaules maigres de Hermann et se rassit devant la table de la cuisine. « Et là, elle se débrouille toute seule, même si tu es ici ?» dit Magan, inquiète. « Tu ne veux pas que je fasse un saut pour vérifier que tout va bien ?» Elle venait de s'endormir quand je suis parti. Mais en général, elle ne dort qu'1 heure. Je pense qu'il est temps que je rentre maintenant, dit-il en se levant péniblement. On pourrait aller lui tenir compagnie pendant quelques heures. Comme ça tu peux te reposer un moment, dit Birgitta. Elle se tourna vers Magan, chez qui il s'était retrouvé pour parler de Britta. Il pourrait s'allonger dans la chambre d'amis, non? C'est une bonne idée, dit Magan. Va donc t'allonger un moment, on passera la voir. Merci les filles, dit Hermann en se dirigeant vers le vestibule. Mais maman et moi, on s'est occupés l'un de l'autre pendant plus de 50 ans. Et j'aimerais continuer pour le peu de temps qui nous reste. Une fois qu'elle sera hospitalisée, alors... Il ne termina pas sa phrase et se dépêcha de sortir avant que ses filles ne voient ses larmes. Britta sourit dans son sommeil. La lucidité que son cerveau lui refusait quand elle était éveillée se manifestait quand elle dormait. Tout était si net. Certains souvenirs n'étaient pas les bienvenus, mais ils s'imposaient quand même, comme le bruit de la ceinture de son père sur des fesses d'enfants dénudés, ou les joues de sa mère baignées de larmes, ou la promiscuité dans la petite maison où les cris d'enfants stridents retentissaient entre les murs et lui donnaient envie de se boucher les oreilles et de crier elle aussi. Mais il y avait des souvenirs agréables aussi. L'été, quand il courait sur les dalles rocheuses et jouait librement, Elsie dans ses robes fleuries que les doigts habiles de sa mère lui avaient confectionnées, Eric en culotte courte et la mine grave, Franz avec ses cheveux blonds et bouclés qui lui donnaient toujours envie d'y passer la main, même quand ils étaient si petits que la différence entre garçons et filles n'avait pas grande importance. Une voix perça à travers les souvenirs du sommeil, une voix qu'elle ne reconnaissait que trop bien, celle qui lui parlait de plus en plus souvent, qui ne la laissait pas en paix, qu'elle soit éveillée, endormie ou entourée par les brumes, celle qui traversait tout, qui voulait tout, qui insistait pour exister dans son monde, la voix qui lui refusait la rédemption et l'oubli, la voix qu'elle avait pensé ne plus jamais entendre. Pourtant, elle était là. C'était bizarre et effrayant. Inquiète, elle remua la tête sur l'oreiller, essaya de se débarrasser de la voix dans son sommeil, de se débarrasser des souvenirs qui troublaient son repos. Elle finit par y parvenir. Des souvenirs heureux se présentèrent. La première fois qu'elle avait vu Hermann, l'instant où elle avait su qu'ils passeraient leur vie ensemble, le mariage. Elle-même vêtue d'une belle robe blanche, ivre de bonheur. Les douleurs à la naissance d'Anna-Greta et l'immense tendresse qui s'ensuivit. Puis Birgitta et Margareta, qu'elle aimait tout aussi fort. Hermann, qui s'occupait des bébés et les changeait, en dépit des protestations de sa belle-mère. Il le faisait par amour, pas par devoir, ni parce qu'il le fallait. Elle sourit. Ses yeux bougeaient derrière les paupières closes. Elle voulut rester ici, parmi ses souvenirs. Si elle devait en choisir un seul qui remplirait sa tête pour le restant de sa vie, ce serait celui de Hermann donnant le bain à la plus jeune des filles dans la baignoire de bébé. Il fredonnait tout en soutenant doucement la tête. Avec une extrême précaution,
il passait le gant de toilette sur le petit corps, rencontrait les yeux grands ouverts de sa fille qui suivait tous ses mouvements. Elle se vit debout à la porte, les observant à la dérobée. Dût-elle oublier tout le reste, elle lutterait pour conserver ce souvenir. Hermann et Margaretha, la main sous la tête de bébé, la tendresse, la proximité. Un bruit la sortit brutalement du sommeil. Elle essaya d'y retourner, de retrouver le son des éclaboussures quand Hermann trempait le gant dans l'eau tiède, le gazouillis satisfait de Margaretha. Mais le bruit extérieur l'attira de nouveau vers la surface, l'approcha des brumes qu'elle tenait à tout prix à éviter. Si elle se réveillait, elle risquait d'être enveloppée par la grisaille floue qui s'emparait de son esprit. Elle finit par ouvrir les yeux, de mauvaise grâce. Quelqu'un était penché sur elle. Britta sourit. Peut-être n'était-elle pas réveillée après tout. Peut-être tenait-elle tête aux brumes à l'aide de ses souvenirs. « C'est toi », dit-elle en fixant le personnage qui se pencha davantage sur elle. Le sommeil s'attardait dans son corps engourdi, et elle fut incapable de bouger. Pendant 1 minute, aucun des deux ne parla. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Puis la certitude se fraya un passage dans le cerveau malade de Britta. Des souvenirs remontèrent à la surface. Des sentiments tombés dans l'oubli s'agitèrent et revinrent à la vie. Et elle sentit la peur s'installer. La peur dont la perte de mémoire l'avait peu à peu libérée. À présent, elle voyait la mort debout devant son lit, et tout son être s'y opposa. Elle ne voulait pas quitter la vie, elle ne voulait pas quitter tout ce qu'elle avait. Elle serra fort le drap, et seuls quelques sons gutturaux franchirent ses lèvres sèches. La terreur se répandit dans son corps et lui fit tourner la tête d'un côté à l'autre, violemment. Désespérément, elle tenta d'envoyer des pensées et des appels à l'aide à Hermann, comme s'il pouvait l'entendre via les ondes qu'elle expédiait à travers les airs. Mais elle savait que ça ne servait à rien. La mort était venue la chercher. Bientôt la faux tomberait, et il n'y avait personne pour l'aider. Elle allait mourir seule, ici, dans son lit, sans Hermann, sans les filles, sans aucun adieu. En cet instant, les brumes avaient disparu, et son cerveau était plus lucide que jamais. La peur s'emballant comme un animal sauvage dans sa poitrine, elle réussit finalement à inspirer à fond et à pousser un cri. La mort ne bougea pas. La regarda seulement dans son lit, la regarda et sourit. Ce n'était pas un sourire hostile, ce qui le rendait d'autant plus effrayant. Puis, la mort se pencha en avant et prit l'oreiller de Hermann. Terrorisée, Britta vit la masse blanche s'approcher, la brume définitive. Son corps protesta un instant, paniqua devant le manque d'air. Elle essaya d'inspirer, de faire entrer de l'oxygène dans ses poumons. Ses mains relâchèrent le drap, bougèrent de façon désordonnée dans le vide avant de rencontrer une résistance, rencontrer de la peau. Elles griffèrent, écorchèrent et luttèrent pour vivre encore un moment. Puis ce fut le noir. Grini, près d'Oslo, 1944. C'est l'heure du réveil. La voix du gardien retentit à travers le bâtiment. Rassemblement dans la cour dans 5 minutes pour inspection. Axel ouvrit péniblement un œil, puis l'autre. Pendant 1 seconde, il fut totalement désorienté. Il faisait sombre dans la baraque. C'était si tôt le matin que pratiquement aucune lumière de l'extérieur n'y pénétrait. Mais c'était quand même mieux que la cellule qu'il avait occupée les premiers mois. Il préférait la promiscuité et la puanteur de ce vilain logement aux longues journées solitaires. Il avait entendu dire que Grini abritait 3500 prisonniers. Cela ne l'étonnait pas. Où qu'il regarde, il y avait des gens, tous avec la même expression résignée qu'il avait probablement lui aussi. Axel se redressa sur la couchette et se frotta les yeux. L'ordre de rassemblement arrivait plusieurs fois par jour, selon le bon vouloir des gardiens, et gare à celui qui traînait la patte. Mais aujourd'hui, il eut du mal à sortir du lit. Il avait rêvé de Fjällbacka, rêvé qu'il était monté sur le mont Ved, qu'il regardait la baie
et voyait les bateaux de pêche rentrer chargés de harengs. Il avait presque entendu les cris stridents des mouettes quand elles tournaient autour des mâts des bateaux. En réalité, un son très laid, mais qui, d'une étrange manière, faisait partie de l'âme de la ville. Dans son rêve, il avait pu sentir le souffle chaud et délicieux de l'été, et l'odeur de varech que le vent amenait parfois jusqu'en haut du rocher, et qu'il aspirait avidement par le nez. Mais la réalité était trop crue et froide pour qu'il puisse s'accrocher au rêve. Il sentit le tissu rêche de la couverture contre sa peau quand il la retira et bascula ses jambes par-dessus le bord du lit bancal. La faim le tenaillait. Bien sûr qu'on leur donnait à manger, mais beaucoup trop peu et bien trop rarement. « Allez, on sort maintenant », dit le plus jeune des gardiens qui faisait le tour des prisonniers. Il s'arrêta devant Axel. « Il fait froid aujourd'hui », dit-il gentiment. Axel évita son regard. C'était le même garçon à qui il avait posé des questions sur la prison en arrivant. Il avait eu l'impression qu'il était plus aimable que les autres. Et il avait eu raison. Il n'avait jamais vu ce jeune homme maltraiter quelqu'un ou l'humilier, comme le faisaient la plupart des autres gardiens. Mais la prison avait tracé une frontière nette entre eux, prisonniers et gardiens. Ils étaient deux êtres totalement distincts. Leur vie était si différente qu'Axel avait du mal à regarder les gardiens quand ils arrivaient dans son champ de vision. Les habits qu'ils portaient étaient le premier signe qu'il appartenait à une catégorie subalterne de l'humanité. Les autres prisonniers lui avaient appris que le port de l'uniforme de la garde royale avait été introduit en 1941, après l'évasion d'un prisonnier. Il se demanda comment on pouvait avoir la force d'essayer de s'enfuir. Pour sa part, il était épuisé, vidé de toute énergie, après trop de travail, trop peu de nourriture, trop peu de sommeil et trop d'inquiétude pour ses proches à la maison, et beaucoup trop de misère. « Accélère », dit le jeune gardien en le poussant un peu. Axel obéit et hâta le pas. Les conséquences pouvaient être très fâcheuses si on était en retard pour le rassemblement du matin. En descendant l'escalier qui menait dans la cour, il trébucha subitement. Il sentit son pied glisser sur la marche, tomba en avant sur le jeune gardien qui marchait juste devant lui. Il remua les bras pour retrouver son équilibre, mais au lieu de rencontrer de l'air, ses doigts touchèrent l'uniforme et le corps du gardien. Avec un bruit sourd, Axel vint heurter son dos, et ses poumons se vidèrent totalement quand sa cage thoracique accusa le coup. Il eut d'abord un silence total, puis il sentit des bras le remettre brutalement sur pied. « Il t'a attaqué !» dit le gardien plus vieux qui le tenait solidement par le col. Il s'appelait Jensen, c'était un des geôliers les plus cruels. « Je ne crois pas, » dit le jeune homme lentement en se levant et en brossant la terre de son uniforme. « Il t'a attaqué, je te dis !» Jensen était écarlate. Il saisissait chaque occasion qui se présentait pour causer des ennuis à ceux sur qui il avait le pouvoir. Quand il traversait le camp, la foule s'écartait comme la mer Rouge s'était écartée devant Moïse. « Non, j'ai vu qu'il t'a attaqué !» cria-t-il. Et il fit un pas en avant, l'air menaçant. « Tu dois le corriger, ou tu préfères que je m'en charge ?» Mais les yeux du jeune gardien, qui n'était qu'un garçon, allèrent désespérément d'Axel à l'autre geôlier. Axel le regarda avec indifférence. Cela faisait longtemps qu'il avait cessé de réagir, de sentir. Ce qui devait arriver, arrivait. Si on résistait aux événements, on ne survivait pas. « Bon, si c'est comme ça, je vais... » Le gardien âgé s'approcha d'Axel et leva son fusil. « Non, je vais le faire, c'est mon boulot, » dit le jeune homme d'une voix pâle avant de s'interposer. Il regarda Axel droit dans les yeux. On aurait presque dit qu'il demandait pardon. Puis il leva la main et le gifla. « C'est ça que tu appelles une punition ?» cria Jensen. Un petit groupe s'était attroupé autour d'eux et quelques gardiens riaient d'excitation. Tout ce qui venait interrompre la monotonie de la prison était bienvenu. « Frappe plus fort !» hurla Jensen, et son visage devint encore plus rouge. Le jeune gardien le fixa encore une fois, mais Axel refusa de croiser son regard. Alors il prit son élan et envoya son poing fermé sur son menton. Sa tête partit en arrière, mais il tenait encore sur ses pieds. « Plus fort !» Plusieurs gardiens scandaient à l'unisson et des gouttes de sueur perlaient sur le front du jeune.
Il ne cherchait plus le regard d'Axel. Ses yeux s'étaient couverts d'une pellicule luisante. Il se pencha et ramassa le fusil par terre, puis il le leva pour frapper. Axel tourna le visage, par pur réflexe, et le coup atterrit violemment sur son oreille gauche. Il eut l'impression que quelque chose cassait. Le coup suivant lui arriva droit en face. Puis il ne se souvint plus de rien. Une douleur insoutenable avait pris le dessus. Aucune plaque sur la porte ne signalait que le local était occupé par les amis de la Suède. Il n'y avait qu'un bout de papier sur la boîte aux lettres qui disait « Pas de publicité SVP » et qui indiquait le nom Svensson. Martin et Paula avaient obtenu l'adresse par leurs collègues d'Uddevalla qui gardaient un œil sur les agissements de l'organisation. Ils n'avaient pas téléphoné pour annoncer leur arrivée, se disant qu'il y aurait forcément quelqu'un aux heures de bureau. Martin appuya sur la sonnette. Un signal strident se fit entendre, sans effet immédiat. Il levait le doigt pour appuyer une seconde fois lorsqu'on ouvrit la porte. « Oui ?» Un homme d'une trentaine d'années les interrogea du regard, et une ride lui barra le front lorsqu'il vit leurs uniformes. Elle se creusa encore davantage quand il aperçut Paula. Pendant quelques secondes, il l'examina en silence, de pied en cap, d'une manière qui donna envie à la jeune femme d'envoyer fermement son genou bien placé entre ses jambes. « Ah ah ! En quoi puis-je être utile à l'État ?» demanda-t-il avec sarcasme. « On aimerait échanger quelques mots avec un représentant des amis de la Suède, c'est bien ici ?»« Tout à fait. Entrez. » L'homme, qui était blond, grand et volumineux comme les gens qui fréquentent les salles de sport à outrance, recula et les laissa entrer. « Martin Molin, et voici Paula Morales. Nous sommes de la police de Tanumsød. »« Eh bien, vous venez de loin, » dit l'homme en les précédant dans le petit bureau. « Je m'appelle Peter Lindgren. » Il prit place derrière le bureau et leur fit signe de s'asseoir. Martin mémorisa le nom et se dit qu'il faudrait faire une recherche dans les fichiers dès son retour au commissariat. Quelque chose lui dit qu'il y trouverait pas mal d'informations utiles sur l'homme assis en face de lui. « Bon, qu'est-ce qui vous amène ?» demanda Peter en se renversant dans le fauteuil et en croisant les mains sur ses genoux. « Nous enquêtons sur le meurtre d'un homme nommé Erik Frankel, vous connaissez ?» Paula se força à paraître calme. Les hommes de ce type avaient quelque chose qui lui donnait envie de vomir. Mais, comble d'ironie, c'était probablement exactement ce que ressentait Peter Lindgren quand il voyait une femme de son genre. « Je devrais ?» dit Peter en regardant Martin plutôt que Paula. « Oui, vous devriez, » dit Martin. « Vous avez eu un certain contact avec lui, des menaces plus précisément. Je dois comprendre que vous n'êtes pas au courant ? » ?»« Non, je ne reconnais pas ce nom. »« Vous avez des preuves de ces menaces ?» dit Peter avec un sourire. Martin eut l'impression de subir une inspection détaillée. Après une petite hésitation, il dit « Ne vous occupez pas de ce que nous avons ou n'avons pas pour le moment. Nous savons que vous avez menacé Erik Frankel. Et nous savons aussi qu'un membre de votre organisation, Franz Ringholm, connaissait Frankel et qu'il l'a mis en garde. »« Je ne prendrai pas Franz trop au sérieux, » dit Peter, et une lueur dangereuse scintilla dans ses yeux. « Il jouit d'un grand prestige au sein de notre organisation, mais il commence à se faire vieux, et nous sommes une nouvelle génération, prêts à reprendre le flambeau. Les temps ont changé, les conditions ne sont plus les mêmes. Les gens comme Franz ne comprennent pas toujours la nouvelle donne. Alors que les gens comme vous la comprennent, dit Martin. Peter écarta les mains. Il faut savoir quand on doit suivre les règles et quand on doit les enfreindre. Tout revient, en fin de compte, à faire ce qui sert la bonne cause, à long terme. Et la bonne cause, c'est... dit Paula. Elle se rendit compte que son ton était fielleux, et un regard d'avertissement de la part de Martin confirma qu'il l'avait entendu aussi. « Une société meilleure, » dit Peter calmement. « Ceux qui gouvernent ce pays ne l'ont pas bien géré,
Ils ont permis à des forces étrangères de prendre trop de place. Ils ont fait en sorte que l'esprit suédois, l'esprit pur, soit éclipsé. Il défia Paula du regard, qui avalait sans cesse sa salive pour s'obliger à la boucler. Ce n'était ni le bon endroit, ni le bon moment, et elle était tout à fait consciente qu'il cherchait à la provoquer. Mais nous sentons que le vent a tourné maintenant. De plus en plus, les gens se rendent compte que nous courons à la catastrophe en continuant ainsi, en laissant ceux qui sont au pouvoir démolir ce que nos ancêtres ont bâti. Nous pouvons offrir une société meilleure. Et en quoi, je veux dire d'un point de vue théorique, un vieux professeur d'histoire à la retraite constituerait-il une menace contre une société meilleure? Peter croisa de nouveau ses mains sur ses genoux avant de répondre. D'un point de vue théorique, il ne constituerait naturellement pas une grande menace, d'un point de vue théorique, mais il a contribué à répandre une image erronée, une image que les vainqueurs de la guerre se sont efforcés de mettre en avant, et cela ne pourrait évidemment pas être toléré, d'un point de vue théorique, j'entends. Martin voulut répliquer, mais Peter l'interrompit. Il n'avait apparemment pas encore terminé. Toutes les images, tous les récits parlant de camps de concentration et de mort ne sont que des fabrications, des mensonges exagérés, martelés comme des vérités. Et savez-vous pourquoi? Pour laminer le message initial, le véritable message. Ce sont les vainqueurs de la guerre qui écrivent l'histoire. Et ils ont décidé de noyer la réalité dans du sang, de déformer l'image donnée au monde pour que personne n'ose se lever et demander si c'est le bon côté qui a gagné. Erich Frankl faisait partie de ce camouflage, de cette propagande. C'est pourquoi quelqu'un comme lui, d'un point de vue théorique, serait un obstacle à la société que nous voulons créer. Mais, à votre connaissance, l'organisation n'a donc jamais exprimé de menace contre lui. Martin le contempla, il connaissait d'avance la réponse. Non, jamais. Nous travaillons selon les règles de la démocratie. Bulletin de vote, profession de foi, prendre le pouvoir par la voix du peuple. Il regarda Paula qui serra les poings. Elle pouvait encore voir les soldats venus enlever son père. Ils avaient eu la même expression dans les yeux. « Bon, alors on ne va pas vous déranger davantage, » dit Martin en se levant. « La police d'Uddevalla nous a fourni les noms des autres membres du bureau, et nous allons bien entendu leur parler aussi. »« Bien entendu, » dit Peter, « mais personne n'aura autre chose à dire. Et en ce qui concerne Franz, eh bien, je n'écouterai pas trop un homme âgé qui vit dans le passé. » Erika avait du mal à se concentrer sur son livre. Sa mère venait sans cesse s'immiscer dans ses pensées. Elle attrapa la liasse d'articles de journaux et prit celui avec la photographie. C'était si frustrant, regarder les visages de ces personnes sans pouvoir obtenir de réponse. Elle approcha la photo tout près de son visage, étudia en détail chacun des personnages, l'un après l'autre. D'abord, Erich Frankl. Il affichait une mine sérieuse face à l'objectif, se tenait tout raide. Il avait quelque chose de triste, et sans savoir si elle avait raison ou pas, elle en tira la conclusion que c'était l'arrestation de son frère qui avait laissé des traces. Mais il avait affiché le même mélange de gravité et de tristesse quand elle l'avait vu au mois de juin, au sujet de la médaille nazie. Erika déplaça son regard sur la personne à côté d'Eric, Franz Ringholm. Il avait un physique agréable, très agréable. Cheveux blonds qui bouclaient sur le col, sans doute plus longs que ses parents ne l'auraient voulu. Son sourire était franc et charmeur, ses bras posés avec nonchalance sur les épaules de ses voisins, qui ne semblaient pas spécialement apprécier. Erika observa attentivement la personne à droite de Franz, sa mère, Elsie Moström. Elle avait une expression plus douce qu'Erika ne lui avait jamais connue. Mais une certaine raideur autour de son sourire timide indiquait qu'elle n'aimait pas le bras placé sur son épaule. Elle était très jolie, Erika dut le reconnaître. Elle avait l'air gentille.
La femme qu'elle avait connue et qui l'avait élevée était froide et inaccessible. Rien chez la fille de la photo ne présageait une telle aridité. Lentement, Erika passa son doigt sur le visage de sa mère. Comme tout aurait pu être différent si ça avait été la mère qu'elle avait connue. Qu'était-il arrivé à cette fille? Qu'est-ce qui avait effacé sa douceur? Qu'est-ce qui avait changé sa timidité en indifférence? Pourquoi ne pouvait-elle jamais se résoudre à serrer ses filles dans les bras tendres qu'on devinait sous les manches courtes de sa robe fleurie, à les serrer sur son cœur? Tristement, Erika déplaça son attention sur la personne suivante de la photo. Britta ne regardait pas l'appareil photo. Elle regardait Elsie, ou Franz, impossible de dire lequel. Erika prit la loupe sur son bureau et la passa devant le visage de Britta, en plissant les yeux pour mieux voir. On ne pouvait pas savoir. Mais elle semblait en colère. Les coins de sa bouche tiraient vers le bas. Ses mâchoires paraissaient dures et serrées. Et le regard... Oui, Erika était presque sûre. Britta observait l'un d'eux, Elsie ou Franz, peut-être les deux. Puis la dernière personne sur la photo. Le garçon avait à peu près le même âge que les autres, blond lui aussi, comme Franz, mais ses cheveux étaient plus courts et plus bouclés. Il était grand, assez dégingandé, et son visage était pensif, ni joyeux ni triste. Pensif fut le seul mot qui vint à l'esprit d'Erika. Elle relut l'article. Hans Olafsen était un résistant norvégien qui avait fui la Norvège à bord de l'Elfrida de Fjällbacka. Le capitaine du bateau, Elof Moström, lui avait offert le gîte, et selon l'auteur de l'article, il fêtait maintenant la fin de la guerre en compagnie de ses amis de Fjällbacka. Songeuse, Erika reposa l'article. Il se dégageait de ces jeunes une sorte de dynamique qui paraissait... Non, elle était incapable de déterminer quoi. Alors que ces questions ne faisaient qu'augmenter à mesure qu'elle apprenait du nouveau, elle sentait intuitivement, comme une sorte de sixième sens, que la réponse se trouvait ici. Elle comprit qu'il lui faudrait se renseigner davantage sur cette photo, sur la relation entre les amis, et sur Hans Olafsen, le résistant norvégien. Il restait encore deux personnes à qui s'adresser, Axel Frankel et Britta Johansson. Britta semblait la plus à même de répondre. Erika avait besoin d'une explication à la colère dans son regard. Elle était assez réticente à l'idée de retourner chez la femme malade, mais si seulement elle avait l'occasion d'expliquer à son mari, il comprendrait peut-être. Peut-être la laisserait-il parler avec Britta à nouveau, à un moment où elle serait lucide. Demain, elle prendrait le taureau par les cornes et y retournerait. Quelque chose lui disait que Britta détenait toutes les réponses.